Hello, c'est Romain, j'espère que tu as la forme. Cette semaine, petite vidéo spéciale puisque j'ai décidé de te passer le replay du live que l'on a fait avec Cyril Benz hier soir, qui a duré à peu près 1h30 et qui va te permettre d'avoir toutes les cartes en main pour démarrer ton business sur Amazon et exploser tes ventes rapidement. Comme tu vas le voir, il y a énormément d'informations et beaucoup de contenu à valeur ajoutée. Donc, s'il te plaît, pour me faire plaisir, écrase-moi le bouton des likes puisque ça me permettra de faire d'autres lives par la suite. Si jamais tu as des questions concernant ce live ou des questions qui n'ont pas été répondues pendant ce live, tu peux tout à fait les poser sous cette vidéo et on fera une seconde vidéo avec Cyril où on répondra à toutes vos questions. Ceci étant dit, on peut passer maintenant directement au live. Profite bien et on voit ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Bon, bah, c'est cool de tous vous voir. Euh, ouais, c'est mieux d'être devant Netflix, hein. Je te confirme. On va essayer de passer une heure tous ensemble. On va essayer d'apprendre plein de trucs. Ça va être cool avec Cyril qui va nous faire des belles présentations comme il sait le faire. On va voir. Euh, alors, juste avant de démarrer, si vous pouviez, juste pour la présentation, juste peut-être fermer les micros pour que on puisse éviter tout bruit parasite pendant la présentation. Ce serait cool. Et si jamais certains d'entre vous souhaitent parler ou poser une question, je vous expliquerai comment ça se passe à la fin. D'accord? Euh, du coup, bah, merci encore à tous d'être présents. On va parler de pas mal de choses tous ensemble. On va principalement parler de Amazon et Cyril va nous faire le grand honneur, le privilège, le plaisir. Alors j'en fais un peu beaucoup là, je trouve, Oui, oui, beaucoup. mais, voilà, il va nous faire une petite présentation et on va discuter pendant une grosse heure tous ensemble de la vente sur Amazon, de comment améliorer ses ventes, comment améliorer sa visibilité, quelle stratégie on va mettre en place et quelle stratégie on peut mettre en place pour cartonner sur Amazon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on va dire. Ça va apporter, je pense, beaucoup de valeur pour tout le monde. Donc, ça va être assez intéressant. On va essayer de faire tout ça en 1 heure, voire Mm. peut-être 1 heure et quelques, même si ça risque d'être difficile. Mais bon, ça va être assez intéressant, je pense. Au niveau de tout ce qui va être questions, si jamais vous en avez, et j'espère que vous en aurez, et moi, en tout cas, j'en aurai quelques-unes à poser à Cyril, donc ça va être très bien. Je vais toutes les noter. D'accord, on va les prendre, je vais les prendre sur la droite. Donc, mettez-les dans les commentaires du Zoom. Et je vais toutes les noter et on les posera à la fin à Cyril pour qu'il nous donne son avis sur la publicité, sur sa stratégie e-commerce, etc., etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je m'occuperai de poser tout ça, de poser les questions à Cyril. Alors, très rapidement, je vais vous dire un peu comment ça va se passer cette heure ensemble. On va d'abord rappeler les bases de la stratégie Amazon. On va rappeler les bases sur comment ça se passe Amazon, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, on va juste faire un bref rappel parce que je pense que c'est quand même important que tout le monde se remémore un petit peu, que ce soit pour les débutants ou pour les plus expérimentés, la petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Donc, se rappeler un peu les bases de Amazon, comment ça se passe, est-ce que c'est bien de choisir Amazon ou non. Ensuite, on va parler un petit peu de comment on fait pour gagner en visibilité sur Amazon, parce que le nerf de la guerre sur Amazon, c'est quand même la visibilité. L'objectif, il va être là également. Donc, on va regarder, il y a plein de méthodes pour gagner en visibilité. Ensuite, on va parler très rapidement de la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour justement gagner en visibilité et augmenter ses ventes.
Et vers la fin, on va parler un peu plus peut-être du cycle client et de tout ce qui fait que Amazon peut être une super plateforme pour mettre en place un véritable business en e-commerce. D'accord? Et à la fin, comme je vous l'ai dit, on se fera une petite session de questions-réponses. Donc ça aussi, c'est assez intéressant pour ceux qui ont des questions ou qui sont bloqués sur des sujets. On fera une petite question-réponse à la fin. D'accord? Donc ça va être voilà, je vais peut-être laisser Cyril rapidement peut-être démarrer, se présenter, expliquer un petit peu ce qu'on va faire, tout de suite. Oh, pardon, désolé, j'avais coupé le micro. Je récupère la main en animation. Ouais. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Cyril Benz. Je suis à mon compte depuis à peu près 4 ans et j'ai une première grosse activité. Vous allez le voir, je parle beaucoup de chiffres. Je risque de vous saouler sur les chiffres parce que mon activité principale, en fait, c'est data marketer. Ça veut dire qu'en gros, l'enjeu pour moi, c'est d'étudier les données de mes clients, d'activer ces données pour améliorer la performance commerciale. Et en gros, la présentation, je vais la commencer de cette manière-là, en vous comparant en fait ce que c'est que le e-commerce au général à Amazon en particulier, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants des uns et des autres. Et donc ça, c'est mon premier métier. Et j'ai un deuxième métier qui est arrivé derrière, hein, où je me suis aperçu qu'en fait Amazon, grâce à l'analyse de données, était vraiment beaucoup plus performant, surtout sur les départs de vie de produits qu'un site e-commerce. Et donc j'ai commencé à m'intéresser fortement depuis 3 ans, en gros, à quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre pour mieux vendre et vendre de manière rentable sur Amazon. Et j'ai une troisième activité annexe que je commence à vraiment kiffer, entre guillemets, c'est celle de formateur en ligne. Mais c'est pas celle-là qui va nous importer là dans le sujet. Pour le coup, dans la présentation, j'essaie de la faire en 2 temps. Premier temps, qui va être présentation e-commerce Amazon. Deuxième temps, en fait, c'est quoi la visibilité sur Amazon. Quatrième temps, quelles sont les méthodologies que vous devriez employer dès le lancement de votre produit pour rendre le plus visible possible. Et on va dire un cinquième temps qui est autour de quels sont les moyens détournés hors Amazon pour pouvoir encore accentuer cette visibilité-là. Donc je vais vous partager l'écran, je vais vous montrer ça sur un PowerPoint. Donc voilà, en gros, vous avez la partie e-commerce, partie visibilité, partie stratégie et partie ce qu'on va appeler bot messenger. Je vais vous montrer ça et à la fin, on a les questions-réponses. Donc, comme je vous le disais, en fait, le métier de data marketing pour moi, en fait, c'est l'art subtil de se foutre des a priori grâce aux données. En gros, pour faire simple, par exemple, la plupart des gens qui veulent se lancer en vente en ligne pensent d'abord et avant tout à un site e-commerce. Et en gros, ils font une très grosse erreur. Et grâce à cette notion de on se fout des a priori, on arrive à analyser un certain nombre de données. Et c'est celle-ci que je vais vous donner dans un premier temps pour que vous puissiez comprendre que globalement, ceux qui sont partis sur la vente Amazon ont fait un bon choix initial. Alors, je vous montre. Il y a en fait un site, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle la FEVAD, Fédération des e-commerçants et des vendeurs à distance en France, qui existe et qui sort un baromètre chaque année. Vous pouvez aller le consulter, hein, vous tapez FEVAD et vous allez voir, vous allez consulter ces données. Là, en fait, je vous fais simplement que des extrapolations des données de ce baromètre-là. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'en fait, en 2020, le e-commerce en France, ça fait 114 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont répartis sur 180 000 sites de e-commerce en France. Donc déjà, sur cette partie-là, on est plutôt pas mal puisque ça a une évolution d'à peu près 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même une très grosse évolution en fait, du chiffre d'affaires de plus de 42% sur le retail, dû au confinement et au fait de la bascule des magasins vers les sites de e-commerce. Ça, c'est la première notion. Mais en fait, le problème, c'est que quand on commence à descendre dans l'analyse des chiffres d'affaires, on s'aperçoit que c'est 114 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 90% de ce chiffre d'affaires est fait par simplement 5% des sites e-commerce. Donc pour faire simple, en gros, si on inverse cette donnée-là, on s'aperçoit qu'on a très peu de parts de gâteau. C'est-à-dire que quand vous faites un petit site e-commerce, quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif, mais vous n'avez pas les moyens d'être très gros, vous allez en gros ensemble, vous partager très peu de parts de gâteau. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est une donnée aussi, ce qui va vous permettre, vous aussi, dans votre activité e-commerce, de pouvoir vous jauger par rapport aux autres. C'est que 77% en fait, des sites de e-commerce en France font moins de 100 000 euros. Donc en gros, pour faire simple, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce sur Amazon, vous êtes déjà supérieur à 77% en fait, des sites de e-commerce.
C'est une première chose dans vos objectifs à avoir, c'est que globalement, la quasi-totalité des sites internet en France en e-commerce font moins de 100 000 euros. Ok? Maintenant, je continue sur ma stat. Et en gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, 5% des gens partagent 90% de parts de marché et 95% des sites se partagent à peine 10% de parts de marché. Et quand on commence à descendre un tout petit peu encore dans l'analyse, on s'aperçoit qu'Amazon, à lui tout seul, représente 20% de parts de marché. En France, hein, je me situe en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une activité, que vous décidez de faire un site de e-commerce, vous avez à peine 10% de part de marché. Et la plupart des gens refusent d'aller sur Amazon pour plein de raisons, grand méchant loup, peur de se faire piquer ses idées, etc. Sauf qu'en fait, ils se coupent de 20% de part de marché de base. Et en fait, en tant que chef d'entreprise, le premier sujet que vous devez avoir, c'est comment vous gonflez votre part de marché, ou du moins ce que vous pouvez croquer, pour réussir à faire plus de chiffre d'affaires. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, si vous avez un site de e-commerce, il serait opportun de commencer à regarder si vous pouvez aller sur Amazon. Premier sujet. Deuxième sujet, ceux qui commencent en fait l'activité de e-commerce ont tout intérêt à plutôt commencer sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grosse part de marché. Et en plus, il y a 3 fois moins de concurrents. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne savent pas ou ne veulent pas aller vendre sur Amazon. Donc vous avez 2 fois plus de part de marché et 3 fois moins de concurrents. Et pour déployer un produit au tout départ, c'est relativement intéressant de le mettre en œuvre. Alors bien évidemment, il y en a certains qui vont me dire que certains produits sont peut-être pas intéressants à mettre en place, ne peuvent pas faire. Il y a des exceptions. Je vais en prendre un modèle que j'adore, je répète celui-là par-dessus tout. C'est une marque qui s'appelle Asphalt Paris. Elle a un modèle qui est un modèle en précommande. Ça veut dire qu'elle pose des questions à ses clients et elle conçoit les vêtements en fait en fonction des réponses de ses clients. Et elle lance une précommande, et tant qu'en fait les gens n'ont pas précommandé par exemple 2000 pièces, elle ne lance pas la production. Bien évidemment, sur Amazon, ce type de modèle économique ne peut pas fonctionner. Mais c'est vraiment très très exceptionnel d'avoir un modèle qui ne peut pas se vendre sur Amazon. Donc, dans votre activité à vous, pensez à ce type de choses, c'est-à-dire de se dire, ok, Amazon est au moins un bon lanceur de produits et un bon testeur de produits. Ça, c'est un premier enjeu qui est ultra important. Autre chose, en fait, par rapport à ça, il y a, alors mes clients la connaissent, c'est une règle que j'impose en fait à la plupart de mes clients qui s'appelle la règle des 3 F. La règle des 3 F, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le funnel, flexion, focus. Alors, c'est une règle de ce qu'on appelle le lead management. Le lead management, c'est quoi? En fait, c'est de faire de l'amélioration continue de l'ensemble en fait des indicateurs clés entre guillemets qu'on peut avoir. Typiquement, si je prends Amazon, le funnel d'Amazon, c'est quoi? Des gens voient votre annonce, cliquent sur l'annonce, voient votre produit et achètent votre produit. Ça, c'est le funnel. D'accord? Et les points de flexion, en fait, c'est les points de passage entre je clique sur l'annonce, taux de clic, je clique sur le bouton d'achat, j'achète. Et ça, j'ai 2 KPI, en fait, donc 2 points de flexion qui sont le taux de clic et le taux de conversion. Et le focus, en fait, c'est de tester, de faire en sorte de tester un KPI pour l'améliorer. Exemple, le taux de clic. Le mois A, en fait, j'avais un taux de clic de 1,5%, je change le visuel 1, je monte à un taux de clic de 0,75%. C'est ce qu'on appelle un focus. Donc ça, en fait, à votre niveau, faut le retenir, c'est quand vous voulez analyser et améliorer la performance d'une activité, peu importe l'activité, pensez à cette règle des 3 F, funnel, flexion, focus. Alors, où je veux en venir à ça? Et dans un site de e-commerce, le funnel, c'est quoi? Vous avez des visiteurs qui viennent en fait sur votre site, donc qui ont vu au moins 2 pages, c'est ce qu'on appelle les visiteurs actifs. Il y en a en moyenne en France, source Kantar 2018 pour le coup, j'ai pas eu l'amélioration dessus, c'est 56%. Pour ceux qui connaissent un peu l'analytique, le taux de rebond en fait c'est l'inverse, c'est 44%, d'accord? Donc là en fait, le nombre de visiteurs actifs sur un site qui ont au moins vu 2 pages, 56%. Le nombre de visiteurs intéressés, ce qu'on appelle des tièdes qui ont visité une page produit est de 41%. Le nombre de visiteurs engagés, ce qu'on appelle chaud, qui ajoutent au panier, c'est 14%. Et bien évidemment, en fait, l'indicateur clé qui nous intéresse le plus, c'est ceux qui ont passé une commande, le taux de conversion, 1,87%. Et ça, c'est la moyenne nationale en France. Donc, si vous avez un site de e-commerce, vous pouvez déjà regarder votre taux à vous pour pouvoir le comparer à la moyenne nationale pour savoir si vous êtes au-dessus ou en dessous. Si vous êtes en dessous, vous avez tout intérêt à améliorer. Si vous êtes au-dessus, pareil, essayez de l'améliorer encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le comparer à Amazon. En moyenne, sur Amazon, une fiche produit a un taux de conversion de 5,14%.
c'est une moyenne générale, d'accord? Donc, à comparer au 1,87%, bah, c'est quasiment 3 fois supérieur en fait en termes de taux de conversion. Alors c'est normal, et il y a 4 raisons qui vont l'expliquer. C'est que c'est le premier moteur de recherche produit, donc par défaut, les gens qui vont rechercher un produit vont tout de suite aller sur Amazon, pour 60% des cas à peu près, j'arrondis, hein, c'est 56-57%. 60% des cas, les gens vont aller rechercher le produit sur Amazon. Quand ils sont sur Amazon, ils ont une décision d'achat. Retenez ça parce qu'à la fin en fait, de la présentation, on va parler du cycle client. Et la décision d'achat, en fait, c'est un des sujets. C'est-à-dire que quand les gens vont sur Amazon, ils sont là pour acheter. C'est pas pour comparer, pas pour regarder les marques, pas pour rentrer dans une communauté. Ils sont là pour un acte d'achat. Alors que quand vous avez un site de e-commerce, il y a tout un travail à faire avant qu'on appelle le cycle client pour pouvoir arriver à cette conversion-là. Donc ça, c'est un des plus gros pourvoyeurs de l'amélioration du taux de conversion. Le troisième point, qui paraît totalement anodin, mais qui est ultra important pour les clients, c'est ce qu'on appelle la garantie A à Z. Quand quelqu'un arrive sur votre site à vous, vous êtes une marque totalement inconnue. On ne vous fait pas forcément confiance. Vous pouvez mettre tous les stickers du monde, on ne vous fait pas forcément confiance. Alors que si on va acheter sur Amazon, on ne vous connaît pas en tant que marque. On ne connaît qu'Amazon, mais on fait confiance à Amazon parce qu'en gros, ils ont prouvé, à notre grande dame à des moments, qu'ils faisaient d'abord confiance aux clients plutôt qu'à nous. Donc en fait, les gens sont totalement rassurés dans le process d'achat. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle la livraison Prime, c'est qu'en gros est gratuite, c'est que Amazon a compris que ce qui importait pour les gens, c'était d'être rassurés et surtout d'avoir le plus rapidement possible et sans avoir de coût cette livraison. Ce qui fait qu'en fait la plupart des sites de e-commerce qui font payer des frais de livraison se tirent une balle dans le pied. Vaut mieux le rajouter dans votre tarif plutôt que de facturer des frais de livraison. Ces 4 éléments-là font que en fait on est au double du taux de rebond, un peu plus du double du taux de rebond, du taux de conversion. Je résume, en synthèse, si on arrive à ça, ça veut dire qu'un site de e-commerce, en gros, a 3 fois moins de taux de conversion, il a en gros 2 fois moins de parts de marché et il a 10 fois plus de concurrence. Alors qu'Amazon est beaucoup plus en fait violent là-dessus. Et c'est pour ça que quand vous rentrez sur Amazon, vous avez des facilités de vente que vous n'avez pas en fait sur un site de e-commerce. Et c'est ultra important en synthèse d'avoir ça, c'est quand vous lancez un produit, c'est pas la peine de vous focuser sur un site de e-commerce, lancez-le d'abord sur Amazon, c'est plus rapide, c'est 7 photos, un titre, alors il y a toujours des problèmes techniques, des éléments comme ça, on en a tous autour de nous derrière, mais en résumé, c'est moins compliqué que de faire un site internet, c'est surtout moins coûteux en fait au final. Donc ça c'est le premier focus pour que vous l'ayez en tête, c'est qu'effectivement Amazon, c'est quelque chose qui est ultra performant et qui vous permet tout de suite de tester, c'est la dernière chose que j'évoquerai en fait sur ce sujet-là, de tester vos produits. Un site e-commerce, va falloir que vous travaillez en fait votre visibilité, donc notoriété, engagement produit, etc., etc. Donc vous allez payer beaucoup d'argent avant de savoir en fait si votre produit est vendable et si votre produit en gros n'a pas de mauvais retour. Alors que sur Amazon, j'ai des clients qui lancent le produit version 1, qui regardent et s'ils ont des commentaires négatifs, ok, ils notent les commentaires négatifs et ils font la version 2. Et jusqu'à arriver en fait à la version qui plaît en fait à l'audience. Donc c'est quasiment des tests. Alors c'est des marques qui sont quand même relativement importantes, mais pour vous montrer la puissance d'achat, c'est ça en fait. C'est que en gros on pousse du produit pour savoir ce que ça donne. Je finis sur un dernier élément. Vous vous souvenez de la part de marché que je parlais en France de 20%. On est à peu près maintenant à 22%. Aux États-Unis, c'est 50%. Ça veut dire que quand il y a 100 € de chiffre d'affaires qui est fait sur une journée aux États-Unis, 50 est fait par Amazon. Donc tout ce que vous apprenez là tout de suite, en fait, c'est ce qui va arriver dans les 3 à 4 ans en France. Donc vous aurez entre guillemets une avance si vous avez appris votre métier qui est de savoir gérer votre catalogue et votre visibilité sur Amazon. Parce que c'est un vrai rouleau compresseur derrière. Alors après, peu importe les stratégies que vous mettrez en place, mais ça c'est une donnée qui est importante. Donc sur la partie e-commerce, tous ceux qui ont au moins un pied dans Amazon ont déjà fait une bonne décision. Tous ceux qui ont commencé par Amazon en testant leurs produits, pareil, une bonne décision. Et ceux en fait qui ont un site web et qui hésitent, ça coûte pas grand chose de tester, de commencer à transférer certains produits et d'apprendre son métier de place de marché. Je finis là-dessus et je vais sur la partie visibilité. Alors, la visibilité, en fait, c'est le nerf de la guerre sur Amazon. J'entends beaucoup en fait de personnes arriver, je vais vous les citer, ce type de phrase que vous avez dû lire sur certains forums, c'est génial, j'ai mis mon produit, je fais des ventes au premier mois.
Et en fait, le mois suivant, ils ne comprennent pas pourquoi en fait ils ont perdu derrière. Alors ce qu'il faut savoir, pour la plupart des gens, ils ne savent pas qu'en fait Amazon fait ce qu'on appelle une honeymoon. Alors c'est le terme aux États-Unis, c'est en fait un boost. Amazon va tester en fait votre produit pendant un mois, 28 jours, pour voir en fait qu'est-ce qu'il vaut. Et en gros, il le booste. Et il le booste en faisant ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous expliquer après comment fonctionne l'algorithme, mais pour chaque action où l'algorithme met des points, quand votre produit, c'est son premier stock qui est arrivé, donc la première unité de stock est mis en ligne, et à partir de ce moment-là, pendant 28 jours, vous allez être pondéré avec des positions supplémentaires. Exemple, vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, Amazon va considérer que c'est 125 euros. Et ça, en fait, ça va vous monter votre visibilité comme je vais vous l'expliquer. Si quelqu'un clique sur vous, ça va compter 1,25 clics, etc., etc. Et en fait, c'est là où se trouve cette mécanique-là, c'est que je vois énormément de gens être contents simplement parce que ça se vend, mais donc ils sont dans la méthode de espérer qu'on trouve sa fiche, point barre, mais pas de rendre et de mettre les stratégies en place pour comprendre pourquoi en fait la fiche est visible et quelles sont les actions qu'on va mener. Donc toutes les séquences que je vais vous expliquer derrière, elles sont pour dire, on va prendre la petite pilule bleue et on va essayer de se rendre le plus visible possible. Je rajouterai une petite notion supplémentaire de manière rentable. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que l'algorithme d'Amazon, comment il fonctionne. Alors cet algorithme-là, il fonctionne de la manière suivante. 1, vous avez votre fiche produit. Donc tous ceux qui ont construit des fiches produits le savent. Il y a généralement un titre qui est la zone importante, 200 caractères, les 5 puces qui sont importantes. Donc les 100 à 150 premiers caractères sont importants. Ensuite, on va avoir les descripteurs. Je vais le mettre dans l'ordre. Titre, puce, donc ça c'est la première chose qui sont les plus importantes. Derrière le back-end, alors le back-end pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est on appuie sur modifier sur la fiche produit pour aller modifier sa fiche et on va sur l'avant-dernier onglet où il y a mots-clés. Et c'est là où ce qu'on appelle le back-end, d'accord? Et ça, cette mécanique-là vous permet normalement avec ces 3 éléments déjà en fait d'être pertinent entre guillemets sur en fait un certain nombre d'expressions. Alors il y a une chose qui est importante, ne confondez pas le référencement Google du référencement Amazon. Ça sert à rien de répéter 22 fois le même mot. En gros, ce que vous faites, c'est que vous décidez des mots et vous essayez de faire en sorte d'utiliser le maximum de caractères, c'est un jeu, hein, le maximum de caractères avec un minimum de fois la même occurrence. Ça veut dire que ça va vous permettre de rendre pertinent votre fiche produit le plus largement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand vous mettez votre fiche produit, vous intégrez une catégorie. Donc vous choisissez normalement la catégorie dans laquelle vous êtes. Alors dans le vocabulaire d'Amazon, vous avez ce qu'on appelle la catégorie, c'est le niveau le plus haut. Et en fait, quand vous cliquez en fait sur ce qu'on appelle les sous-catégories, dans le vocabulaire d'Amazon, ça s'appelle un node. Et ce node, en fait, il est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous sélectionnez un de vos nodes, vous allez pouvoir jouer sur le sticker numéro 1 des ventes, ce que je vous montrerai derrière. Mais il y a surtout le fait que, alors je vais donner le terme aussi à la mode, il y a en fait des shadow keywords, alors c'est le terme marketing pour attirer tout le monde, c'est en gros un champ lexical qui est connecté à cette catégorie et qui évolue dans le temps parce que c'est Amazon avec son algorithme qui voit en fait que les produits qui sont dans cette catégorie, en gros, transforment et font de la conversion sur tel et tel mot. Donc en fait, il amalgame tout ça, il fait une synthèse et il attribue en gros un poids sur chacun des mots pour chacune de vos fiches. D'où en fait votre BSR, c'est-à-dire le BSR de numéro 1 des ventes. En gros, vous montez dans la catégorie et plus vous montez dans cette catégorie-là et que vous arrivez numéro 1 des ventes, plus vous avez de poids sur l'ensemble de tous ces mots-clés. C'est pour ça qu'en fait, à des moments, vous vous retrouvez à vendre sans comprendre sur quel mot-clé vous êtes en fait. Parce que c'est la catégorie qui va vous aider à ça. Donc la fiche produit, il va prendre en compte donc, les mots-clés que vous avez saisis vous, plus la catégorie. L'offre. Ben, en gros, l'offre, c'est quoi? C'est A, votre logistique. Est-ce que vous êtes en FBM ou en FBA? Votre prix, bien évidemment. Et la dernière chose, pas les commentaires, pardon. Logistique, prix et promotion. C'est les 3 éléments en fait qui correspondent à l'offre. Et ça, vous en êtes propriétaire. La fiche produit, vous ne l'êtes pas propriétaire. C'est Amazon qui l'est. L'offre, vous en êtes propriétaire. Donc, fiche produit plus offre. Et à chaque fois que vous faites un changement, eh bien, vous allez pouvoir soit ranker, soit déranker. Je vous prends un exemple tout bête. Si vous êtes en FBA, vous aurez plus de facilité à monter dans les positions que si vous êtes en FBM. Normal pour 2 raisons.
Première raison, c'est que en fait, Amazon est assez capitalistique. Donc en fait, quand vous êtes en FBA, vous lui faites gagner de l'argent en plus, puisqu'en gros, vous payez des frais de traitement. Mais l'autre sujet, c'est que si vous êtes en FBM, les gens ont plus tendance à moins vous sélectionner, parce que les délais sont plus longs, parce que vous allez payer des frais de livraison et autres. Donc votre conversion est plus basse. Donc vous voyez, à deux offres équivalentes, si vous avez le FBM, ben, vous aurez moins de conversion et moins de visibilité. Si vous êtes en FBA, vous en aurez plus. Je caricature mon propos, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est super important. Je le résume de cette manière-là. Il y a plein de choses qui est dites sur le chiffre d'affaires. Il faut comprendre deux choses dans le chiffre d'affaires. Il y a la vélocité de vente, c'est-à-dire combien de produits vous vendez, d'accord? Et la deuxième chose, ben, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires en tant que tel. Et c'est ce qu'on appelle le rendement. Ces deux éléments sont importants en fait dans la visibilité de votre fiche produit. Pourquoi? Plus vous allez faire de ventes rendement, plus vous allez monter derrière. Mais bien évidemment, Amazon va pondérer ça avec le chiffre d'affaires. Et je vais vous donner un exemple caricatural. Imaginons que vous vendiez un produit 100 euros. Vous allez en vendre par exemple 2. D'accord? Donc ça fait que quand il y a deux personnes achètent, vous avez un chiffre d'affaires de 200 euros. Et de l'autre côté, en fait, vous vous retrouvez donc avec deux ventes. Imaginons que vous fassiez une remise de 50%, ce qui va faire 3 ventes. Sauf que vous faites 50 euros de chiffre d'affaires. Ça fait 150 euros de chiffre d'affaires. Résultat des courses, on classera mieux celui qui a fait 2 ventes avec 200 euros de chiffre d'affaires que celui qui a fait 3 ventes avec seulement 150 euros de chiffre d'affaires. Donc méfiez-vous, en fait ça c'est un petit message que je fais passer, de trop grosses remises que vous faites sur vos produits. Parce qu'à des moments, en fait, ça devient contre-productif. Parce que si la remise est trop importante et que ça n'arrive pas à monter le rendement et donc le chiffre d'affaires, ben, il y a un moment, en fait, vous allez perdre en visibilité sans comprendre. Et je vois plein de mes clients qui tombent dans un cercle vicieux de se dire c'est un problème de tarif et qui baissent. Et plus ils baissent, ben, en fait, plus leur visibilité baisse en même temps. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Amazon, c'est un capitaliste. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'expérience client et son chiffre d'affaires. Point. Dernier élément, en fait, les deux derniers éléments sont comportement client et type de client. Je m'explique. Le comportement client, c'est qu'est-ce qui se passe à votre niveau et quelles sont les actions qui sont menées. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure sur le site, je vous ai dit, bah tiens, la personne visite 2 pages, c'est un client tiède, voit au produit, c'est un client un peu plus chaud, etc. Mais Amazon fait la même chose. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui clique sur votre annonce, ben, vous allez potentiellement être mieux ranké le prochain coup que la personne va voir ça. Par contre, si vous cliquez 50 fois sur l'annonce et qu'il n'y a pas d'achat, ben vous allez commencer à vous rendre invisible. Et là, en fait, je rappelle aux gens en fait, qui n'arrêtent pas d'essayer de se trouver sur leurs mots-clés, qu'à force de cliquer sur leurs annonces sans acheter, ben en fait, eux-mêmes vont perdre la visibilité et vont s'affoler simplement parce qu'eux-mêmes ne se voient plus. Et ça, c'est le comportement des gens. Donc il y a plein de comportements, hein. Il y a les commentaires, il y a tout. Et donc tout ce comportement-là fait que ça va rentrer en fait dans l'algorithme A9. Donc gardez bien le nom, hein, parce que A9 c'est le vrai nom, hein, c'est pas A10, c'est A9. Et tous ces éléments-là, ils vont les classer en quatre systèmes temporels. L'heure, le jour, l'hebdomadaire et le mensuel qui est le plus important. Vous pouvez le voir, ça, en fait, ce type de mécanique que je vous explique, quand vous allez, par exemple, sur les best-sellers, vous savez, le top 100. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de cliquer à 9 heures et recliquer après à 10 heures. Et vous allez voir que les classements changent. D'accord? Parce qu'en fait, l'algorithme recalcule tout ça toutes les heures. Premier sujet. Bien évidemment, plus vous avez d'historique, plus en fait ça s'éténue et ça se pondère. Et ceux qui font de la vente sur Amazon, là, doivent se rendre compte qu'au début, en fait, ça flottait de partout. Ils avaient une vente de temps en temps, puis après, ils ont eu une vente par semaine, puis une vente par jour, puis 2 ventes par jour. En fait, c'est la montée et la stabilisation en fait, de leur visibilité. C'est typiquement là-dessus qu'ils sont. C'est qu'au tout départ, en fait, ils sont dans des mécaniques dites type horaire, et au fur et à mesure du temps, ils arrivent sur ce qu'on appelle le BSR 30, qui est en fait officiellement 4 semaines de 7 jours, c'est-à-dire 28 jours. Et en fait, c'est celui-là qui est le plus important. Pourquoi ? Ça, c'est encore une chose qui est importante, c'est quand vous faites une rupture de stock, il ne faut jamais, autant que faire se peut, dépasser les 28 jours de rupture de stock. Pourquoi ? Parce que c'est ce niveau-là qui tient vos historiques en fait, de catégorie. Vous vous souvenez, quand vous faites des ventes, je vous disais qu'en fait, vous rankez sur les mots-clés de la catégorie. En gros, au bout de 28 jours, si vous êtes toujours en rupture de stock,
ça tire une gomme sur tout votre historique des années d'avant. C'est-à-dire que si vous n'aviez jamais été en rupture de stock pendant un an, vous avez construit en fait votre rendement depuis des lustres et vous avez dû le détecter sur ceux qui ont eu ça, c'est qu'ils ont des grosses difficultés à revendre au même niveau en fait au tout départ. Et ils comprennent pas en fait parce qu'ils sont sur leurs mots-clés principaux, sauf que c'est pas ceux-là en fait qui font toutes les ventes. C'est tous les mots-clés de traîne qu'on conçoit pas en fait à notre niveau. Nous on va penser coque de iPhone. Alors qu'en fait, si ça se trouve, on vend sur coque de iPhone petite sirène bleue, coque de iPhone petite sirène rose, mais ça on l'a pas nous dans notre mécanique. Mais c'est la catégorie qui l'a. Donc retenez bien ce truc-là, c'est que vous en aurez des ruptures de stock, hein, mais le mensuel est l'indicateur le plus important pour vous. C'est ce BSR-là qu'il ne faut pas claquer. Tout ça, en fait, est refait et reclassé en fonction de dimensions. Alors, je commence à vous donner un peu mal à la tête, je suis désolé. Mais en gros, là, on y a eu des calculs par rapport à votre fiche produit, par rapport au comportement des gens dans votre fiche produit. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Amazon prend tout ça et le regarde par rapport aux concurrents et par rapport au comportement de la personne. Et en gros, pour faire simple, imaginons quelqu'un qui tape un mot-clé. Et bien en fait, Amazon va reclasser en fait tout le monde en fonction du score qu'il lui a donné, en fonction du comportement de la personne. C'est quelqu'un qui est en fait qui a tapé ce mot-clé et qui est un prime. Et bien il va être mieux que en fait toutes les fiches qui sont sur ce mot-clé, qui ont le meilleur rendement sur ce mot-clé-là et qui sont prime, seront mieux classées que les autres. Imaginons en fait que quelqu'un recherche depuis 10 fiches la même catégorie. Ben, en gros, c'est ces fiches-là qui vont apparaître. Donc là, en fait, Amazon classe en fonction de dimension. Nous, quand on parle de BSR, on parle d'un BSR en disant tiens, c'est un seul. En fait, il y a des multitudes de BSR en fonction du comportement de la personne. Et c'est ça qu'on oublie en vente Amazon, c'est que c'est pas nous qui comptons, c'est le client. Le client se balade sur les sites, il fait des visites, il le fait d'une certaine manière. Vous voyez, je parle de fiche produit par exemple ici. Typiquement, fiche produit, je vais vous le montrer derrière. On travaille tous, nous, notre visibilité sur le moteur de vente, c'est-à-dire on tape un mot-clé et puis ça affiche les résultats. Sauf que quelqu'un qui visite une fiche produit, il a d'autres résultats dessous. Et en gros, Amazon lui classe en disant si les gens ont visité cette fiche produit, voilà ceux qui ont eu les meilleurs rendements en fait de cette fiche-là. C'est ce qu'on appelle les zones de rebond. Je vous les montrerai. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre de ce truc-là. Ça, c'est ce que vous donnez au départ en disant voilà moi en fait ce que je pense, être bien, je suis bien sur tel mot-clé, tel mot-clé. Ici, en fait, il y a une zone de calcul qui est faite de telle manière à dire ok, on surveille ce que vous êtes et après on score nous sur la réalité des choses. Pour faire simple, imaginons que vous ayez dit ici c'est coque de iPhone. Si personne vous a acheté sur coque de iPhone, vous avez très peu de chances d'apparaître sur coque de iPhone. Parce que le comportement des clients a démontré qu'ils ne vous achetaient pas sur coque de iPhone, même si vous l'annonciez. Donc j'espère que ça c'est clair. Vous n'hésitez pas à poser des questions à Romain. Derrière, j'y répondrai avec des précisions sur cette partie-là. Je note tout, t'inquiète, tout est noté. Tu peux y aller et on reviendra après. Alors, je vous montre deux BSR, parce qu'on parle tous d'un BSR, en fait, mais il y en a plein, comme je vous l'ai dit. Celui qu'on a toujours, nous, en fait, c'est celui que je vous montre au tout départ, la numéro 2 des tapis de jeu, de plateau de jeu de société. Donc, c'est celui-là. Là, on l'a tous en tête. C'est ce qu'on appelle le BSR de catégorie. D'accord? Donc, on est dans une catégorie et on va monter dans notre catégorie. Et le sticker, en fait, le summum de ça, c'est ce qu'on appelle le numéro 1 des ventes. Ça classe le numéro 1 des ventes de telle et telle catégorie. Un petit conseil, quand vous choisissez votre catégorie, essayez de choisir une catégorie qui n'est pas ultra compétitive. Je m'explique. Choisissez une catégorie qui est peut-être la vôtre, principale, voire une catégorie qui est dite complémentaire, c'est-à-dire, en gros, imaginons là, vous avez tapis de plateau de jeu de société, moi je sais qu'il y a un autre qui s'appelle tapis de jeu de cartes. Il y a beaucoup moins de compétition. Et mon client, par exemple, on a plusieurs tapis de jeu, mais il en a un dans tapis, comme vous le voyez, tapis et plateau de jeu de société, il en a un autre sur tapis de jeu de cartes, un autre machin, et ça nous permet en fait d'être plus rapidement numéro 1 des ventes. S'il y a moins de compétition, on a plus de facilité à passer, et vous avez dû le détecter en fait à des moments, quand vous regardez les top 100, en fait, vous apercevez qu'il y a des produits qui, c'est bizarre, ils sont là, mais ils ne devraient pas y être. C'est qu'en fait, le vendeur a décidé de rentrer dans cette catégorie parce qu'il estimait que son rendement allait lui permettre de monter numéro 1 des ventes. Parce que pour le coup, en termes de taux de conversion, ça c'est 30% de plus de taux de conversion. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous passez... Taux de clic, pardon, je confonds. C'est 30% de plus de taux de clic derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez ce sticker-là, automatiquement les gens sont attirés par ça. Maintenant, je vais vous en donner un deuxième BSR. Le BSR de ce qu'on appelle les mots-clés, les expressions.
Et en fait, le sticker qui démontre ça, c'est Amazon Choice. Parce que Amazon Choice, c'est quoi? Si vous regardez sur le côté, à chaque fois, il y a marqué relatif à telle expression. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression que vous avez saisie en haut, en gros, ben, il y a un BSR qui se calcule pour toutes les fiches qui ont globalement un rendement dessus. Et donc, vous avez le BSR qui est là, en fait, la représentation de ce BSR par le sticker Amazon Choice. Et vous en avez plein d'autres que vous percevez peut-être pas. Donc, considérez bien que vous en avez deux à travailler, bien évidemment, qui sont celui de la catégorie et celui des expressions en tant que telles. Mais après, ben, vous pouvez vous améliorer sur plein d'autres choses. Vous avez un BSR, comme je vous l'ai dit, pour une fiche produit donnée. Le BSR d'une fiche produit donnée, ben, c'est un truc qui est tout bête. C'est les clients à acheter ce produit ont aussi acheté celui-là. C'est le BSR en fait d'une fiche produit. Pourquoi? Parce que Amazon classe en fait dans cette fiche produit ceux qui ont les meilleurs rendements. Vous comprenez la logique du BSR? C'est pas juste ça, c'est un classement par rapport à tous les concurrents, par rapport à une dimension donnée. Et une fois que vous avez compris ça, ben c'est après que vous pouvez mettre des stratégies en place que je vais vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je retombe dans mes chiffres. C'est parti. Quand vous saisissez une expression, retenez ces trois chiffres-là. 70% du chiffre d'affaires d'une expression donnée est fait par la première page. Donc 30% est fait par le reste. D'accord? La page 2, la page 3, la page 4. Donc c'est des miettes. Deuxième sujet, les 12 premiers résultats, c'est-à-dire en fait tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, prend 50% de ce chiffre d'affaires-là. Je reformule, ça veut dire que le reste ne garde que à peu près 20% du chiffre d'affaires, les miettes. Donc à des moments, il vaut mieux être premier de page 2 pour récupérer les 30 pions que être ici, à des moments en termes de stratégie. Mais sinon, en fait, tout votre sujet, ça va être de passer première page, ensuite passer en fait dans les 12 premiers résultats, et bien évidemment, dernier élément, je ne parle pas du sticker, hein, c'est pas le sticker là, mais c'est la première position, elle récupère globalement 35% du trafic. Pas des ventes, hein, mais 35% du trafic. Toutes ces données, c'est des données qui sont là, je ne l'ai pas précisé, c'est une erreur de ma part, c'est des données Kantar. Vous tapez Kantar, vous verrez, c'est un gros bureau d'études qui sort des différentes études là-dessus. Donc en fait, à votre niveau, si vous aviez une stratégie à retenir, c'est que votre sujet à vous, bah, c'est de se positionner le plus haut possible. Alors quand je dis ça, en fait, vous me dites, bah ouais, c'est con, on le sait tous. Sauf qu'il y a des moments, si un mot-clé que vous investissez en pub, que vous essayez à tout prix d'avoir dans votre titre, vous ne montez pas en organique, eh bien, il est peut-être temps de le changer parce que vous n'arriverez pas à le positionner. Et que votre sujet pour faire des ventes, c'est d'être positionné sur des expressions en première page. Je reprends coque de iPhone. Si coque de iPhone, on va dire qu'au bout de un mois de pub, 1500 € de dépenses publicitaires, je caricature, hein, ben, vous êtes toujours en troisième page, abandonnez coque de iPhone et trouvez un autre mot. Parce qu'il vaut mieux être positionné en première page sur un mot en fait qui est coque de iPhone sirène rose que coque de iPhone qui ne vend rien. Parce que vous vendrez au moins, et plus vous allez vendre, plus votre catégorie vous allez monter en rendement, plus potentiellement vous allez arriver sur ce coque de iPhone à terme. Donc pensez ça de cette manière-là. J'en entends plein me dire, dans mon expression principale, je suis au top. Bah non, c'est pas ton expression principale qui va faire en fait le sujet. Je reprends un dernier exemple là-dessus. Méfiez-vous de votre visibilité. Si je suis trop pédant dans ce que je dis, le prenez pas comme ça. Hein, c'est pas, j'ai pas de sujet d'être donneur de leçons. Je vous donne juste les retours qui sont en face. Il y a un autre exemple que je vois très souvent auprès des gens, c'est de dire ouais, je suis dans les 12 premiers résultats ou je suis le deuxième ou le troisième, mais je vends pas. Méfiez-vous de vos catégories à des moments. Certaines expressions, je vais prendre un exemple tout bête. J'ai un client en fait qui était sur des bandes élastiques fitness, le pire des niches à aller. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle est pas mal. Pourquoi? Parce que les bandes élastiques fitness, le premier de la catégorie a 28 000 commentaires. Il est 4,1 étoiles. Vous arrivez avec 2 commentaires, les bras levés, 5 étoiles. Au choix. Le client, il achète quoi? Et en fait, des fois, quand vous montez trop vite en visibilité là, ça sous-entend surtout que c'est ce qu'on appelle un trou noir. Ça veut dire que la totalité en fait du chiffre d'affaires ou la quasi-totalité est pris par un ou deux de fiches et tout le reste en fait en faisant simplement une ou deux ventes arrive à se positionner. Mais ça ne veut pas dire que ça va amener à du chiffre d'affaires pour vous. C'est une ou deux ventes. Donc méfiez-vous bien de ça. Il est important que le chiffre d'affaires en fait soit calé en visibilité. Mais vous, c'est votre choix en fait d'expression sur lequel vous devez être. Je reviendrai dessus hein, sur les choix, vous inquiétez pas dans les carrefours, mais vraiment gardez ça en tête. Je reviens sur une visibilité qu'on oublie très souvent et qui est des fois être super rentable.
c'est la visibilité sur les fiches produits des concurrents ou des produits complémentaires. Alors, je le cite, il y en a certains qui doivent m'écouter toujours en live, donc ça doit les user. À chaque fois, je cite le même exemple, des lampes torches. J'avais un client, en fait, qui était dans les lampes torches, et donc il y avait en plus un super produit, et il vendait aussi une lampe frontale. La lampe frontale, j'arrivais pas à me positionner du tout sur le terme lampe frontale. C'était pas possible en termes de rentabilité. Je dépensais trop d'argent par rapport en fait au système. Par contre, j'étais hyper rentable et quasiment 60% de mes ventes étaient faites sur des fiches produits complémentaires qui étaient des VTT. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui achetait un VTT achetait une lampe frontale. Ben, au lieu de faire de la pub en mots-clés, ben, je faisais plus que de la pub en display sur la buy box et ici en SPP. Et en fait, le Graal, c'est que j'ai réussi à monter sur le BSR de la fiche produit, en fait, de toutes les fiches produits, parce que les gens qui achetaient le VTT achetaient aussi la lampe frontale, puisqu'elle était comprise là. C'est ça que je vous parlais de BSR, en fait, d'une fiche produit. En gros, quand vous êtes le produit un secondaire ou le troisième produit, bah, en fait, vous avez gagné le BSR de la fiche produit, en fait. Vous êtes monté là-dessus. Pour information, quand vous avez des catalogues à votre niveau, ben, pour pouvoir monter cette visibilité-là, utilisez les opérations promotionnelles et dessous, en fait, pardon, hop, je reviens, dessous, en fait, vos contenus améliorés. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire de clics sur vos propres produits dans votre propre catalogue, plus vous allez avoir de promos. Alors, gérez les promos, c'est pas 50%, mais plus vous allez inciter les gens, quand ils visitent cette fiche-là, à visiter, en fait, et acheter vos autres produits, plus vous allez commencer, en fait, à étaler vos différents produits-là. Et là, ça devient super intéressant parce qu'en gros, les gens font des propres bundles de vos propres catalogues. Donc, au lieu de laisser les concurrents venir ici, jouez avec vos offres. Et ça se joue de trois manières différentes. Publicité sur vos propres fiches produits au niveau de votre marque. Promotion qui est ici. Vous savez, l'élément promotionnel en disant si vous achetez ce produit, vous avez le droit à 10% sur mon produit suivant, etc., etc. Maintenant, je prends les zones de rebond. Et je vous donne une astuce. En fait, alors moi, je le fais avec des automates pour mes clients. C'est alors, vous amusez pas à le faire si vous maîtrisez pas les systèmes d'automates et les choses comme ça. Mais par exemple, il y a un truc, vous devez la connaître, c'est la rubrique qui s'appelle les clients ayant visité cette fiche ont aussi visité cette fiche. C'est une zone de rebond qui se trouve ici généralement. Alors ça dépend des affichages, mais qui est une zone gratuite. Comment fonctionne l'algorithme? En fait, il regarde en fait tous les gens qui viennent et tous les gens qui visitent une deuxième page derrière produit. Et en gros, moi j'ai un automate qui visite la fiche de mon concurrent et qui visite la fiche produit, en fait, ma fiche produit derrière. Et en fait, on itère cette mécanique-là, et résultat, en itérant ça, on arrive à monter en visibilité là-dessus. Autre point, faire de la publicité, en fait, sur les fiches produits concurrentes ou complémentaires va vous amener à monter là-dessus. Et c'est là où ça devient super pertinent. Parce que, en gros, au fur et à mesure que vous montez, vous allez commencer à avoir des choses qui étaient inatteignables pour vous, atteignables. Je me réexplique. Coque de iPhone, inatteignable économiquement. Si vous prenez les 50 meilleurs de ce mot-clé, vous prenez les 50 fiches et vous faites de la pub en display ici ou ici. Généralement, c'est 3 à 4 fois inférieur en termes de CPC que en fait, d'être présent sur Coque de iPhone. Ce qui fait qu'en fait, les gens visitent la première, bon super, le mec a le meilleur rendement, mais vous, en fait, si vous vous positionnez bien en display ici ou bien là, vous avez potentiellement des chances de récupérer les ventes si votre produit est bon. Vous voyez en fait la mécanique de visibilité, donc vous avez la mécanique de mots-clés qui est super importante, mais vous avez aussi cette mécanique sur chacune des fiches produits. Donc quand vous faites vos campagnes auto et que vous récupérez les termes de recherche, j'en vois très souvent dire ah tiens, il y a les asines, je les mets de côté. Prenez-les parce qu'en fait, les asines qui ont fait des ventes, c'est les asines de vos concurrents qui sont les moins compétitifs par rapport à vous. Vous avez tout intérêt à les pilonner parce qu'en fait, c'est eux qui vont vous aider à mieux vendre parce que eux sont positionnés sur des mots-clés, attirent du trafic et en rebond, vous allez en améliorer d'autres. Et bien évidemment, passer. Alors je commence à devenir un peu compliqué dans le truc, donc je vais arrêter là, mais pensez de ces deux manières-là, c'est vraiment super super important. Je suis à peu près dans les temps. T'inquiète Thierry, t'inquiète. Non mais je regarde. Non mais Alors, il y a Thierry qui dit qu'il commence à être largué, mais t'inquiète Thierry, t'inquiète pas. Ça va aller. Et tu pourras le revoir en replay, tu verras, tu et puis prendras. n'hésitez pas à poser des questions surtout. Ouais, surtout poser des questions et on les verra à la fin. Alors, avant d'attaquer la stratégie, vous montrer en fait la méthodologie derrière, il y a plusieurs éléments en fait que je vais partager avec vous au départ. Alors je l'appelle les règles du jeune Sailor One, donc le Padawan.
arrêtez en fait, parce que j'en ai beaucoup, en fait, qui rentrent dans ce sujet-là, d'essayer de trouver le produit unique et magique qui te rend multimillionnaire. Tu le trouveras pas. Ça n'existe pas. Il y en a peut-être un qui en trouve un une fois l'an, mais nous non, c'est pas le sujet. Le sujet, il est différent. C'est en fait de trouver. Je l'explique dans une très ancienne vidéo YouTube où je dis en fait le sujet, c'est de trouver des produits qui se vendent sous le radar. C'est des produits qui se vendent à moins de 200 unités mois en fait, qui sont à entre 25 et 50 euros, qui vous font un petit 20% de marge. Ils se vendent en fait 2 unités en gros, allez, par jour, même pas. Mais qui sont réguliers, qui n'ont pas de compétition, moins de 100 commentaires en avis, personne ne va les faire. Je vous prends un exemple tout bête. J'ai quelqu'un en fait qui est un spécialiste en fait du déboucheur de WC. Il y a quasiment personne sur le marché. C'est le déboucheur de WC. Et il a des dizaines en fait de produits comme ça où en fait c'est pas le roi du pétrole, il n'est pas multimillionnaire avec un produit. Par contre, il se paye maintenant très bien parce qu'avec 20 produits, en fait, il est capable de générer ses 50 à 60 000 euros de chiffre d'affaires, mais sans souci. Sans avoir des stress parce qu'il y a le nouveau qui vient de rentrer et qui lui pilonne parce que c'est le produit à la mode. On va prendre tous les trucs en bambou, tous les bandes élastiques, enfin, tous ces sujets-là qu'en fait tout le monde se précipite, essaie de trouver quelque chose. Alors je le traduis toujours de cette manière-là, c'est les petits produits dont on a honte de parler à notre famille. C'est les produits en fait où personne veut dire tiens je les vends. Mais c'est des bons produits généralement ceux-là. Je continue. Diversification. En fait, ce que je vous disais derrière en aparté, prenez pas un produit en estimant que c'est ce produit-là qui va vous perdre. Alors je vais réutiliser le terme que vous utilisez beaucoup, liberté financière, etc., etc. C'est pas un produit qui va le faire. C'est une vingtaine ou une trentaine de produits qui vont le faire. Vous allez le voir au fur et à mesure, vous allez le construire, ce système-là. Et partez du principe de dire, ben, je choisis un premier produit, j'apprends mon métier, je consolide avec le deuxième, puis je continue avec le troisième. Et en fait, ça va vous permettre de vous diversifier, toujours peut-être dans la même gamme de produits, et de vous sécuriser. Parce que si vous arrive une merde sur un produit, vous avez les autres à côté. D'accord? Et ça, c'est un sujet important. C'est votre premier produit, vous prenez le temps d'apprendre votre marché, d'apprendre comment ça fonctionne, les règles du jeu, etc. J'ai des coups de stylo, je ne sais pas qui c'est qui me les donne, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui me donne des coups de stylo. Donc, dans cette partie-là, en fait, il y a le sujet de dire apprenez à diversifier pour vous sécuriser. Troisième point, ça c'est un des trucs les plus importants, rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu encore une réunion avec quelqu'un cet après-midi où en fait, tous les calculs se sont basés. Alors, moi, je le synthétise, hein, les niveaux comptables. Je vous fais faire en fait quatre calculs généralement, qui est de dire vous calculez votre coût de revient, vous faites votre coût commercial, c'est généralement tout ce qui concerne les commissions Amazon. Vous prenez votre coût de logistique, généralement c'est vos frais de traitement. Vous prenez votre prix de vente, vous enlevez en fait ces trois éléments, il vous reste quelque chose, d'accord? C'est ce qu'on va appeler la marge brute sur charge variable, d'accord? Cette marge brute, il vous faut deux autres éléments. Un, la publicité, il vous faut quelque chose, 5%, 10%. C'est le minimum parce que si vous n'avez pas de pub, vous ne pourrez pas en fait avancer sur Amazon. Et le deuxième point, la contrainte, c'est qu'il vous faut au minimum du minimum du minimum 20% de marge. C'est le minimum. Parce que vous avez tout à financer derrière. Je vais vous le montrer par un graphique, mais vous avez énormément de choses. Et en fait, c'est là où le bas blesse. C'est que la plupart d'entre vous faites vos calculs et vous intégrez pas ni la pub ni rien. Donc vous lancez vos CPC, vous lancez vos trucs, et en fait, vous êtes en train de vous tuer sur place parce qu'en gros, vous ne faites plus de marge. Et comme vous ne faites plus de marge, eh bien, vous ne gérez pas le dernier point qui est la trésorerie. La trésorerie, en fait, c'est ce qui va vous permettre de générer votre fonds de roulement. Et vous n'avez même pas idée de ce que vous allez... Je suis désolé, je ne suis pas super motivant à ce moment-là, mais vous n'avez pas idée des difficultés que vous allez avoir au départ. Alors, c'est un super métier, hein, parce que tous ceux qui passent cette barre-là, en fait, vont être tranquilles derrière. Mais imaginons, je vous le fais de manière très très simple. Votre stock est arrivé, vous avez 200 unités de produits. D'accord? Vous commencez à les vendre. Ben, faut déjà commencer à prévoir en fait votre prochaine commande qui va peut-être même, parce que si ça vient de Chine, allez, on va dire 45 jours, d'accord? Ces 45 jours, on va rajouter une semaine de plus pour faire light à Amazon. Allez, 15 jours pour faire dur, ça fait 60 jours, ça veut dire 2 mois. Il va falloir que vous financiez ces 2 mois en fait de vente avant même en fait d'avoir récupéré le moindre euro de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Et ça, en fait, la plupart des jeunes vendeurs, en fait, le maîtrisent pas, ce sujet-là. Et on peut se retrouver, en fait, il y en a plein qui me disent, ouais, c'est génial, je commence à vendre. Mais si tu vends 300 unités par mois, si tu as, en fait, 60 jours, ça veut dire que tu dois acheter, dès le départ, quand tu viens d'avoir ton stock, le premier, 600 unités de plus, avant même de les avoir financées. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête. C'est-à-dire que votre rentabilité, elle va vous aider à créer, en fait, ce fonds de roulement. C'est pour ça que je vous disais, vous allez avoir des ruptures de stock, parce que vous allez tendre au maximum, parce que vous n'avez pas forcément tous les budgets. Donc vous allez les prendre, les ruptures de stock, c'est normal. Mais si vous les prenez en ayant la rentabilité qui commence à faire ce que j'appelle l'écureuil, c'est-à-dire on commence à faire des réserves, c'est parfait. Si vous faites des ruptures de stock et que vous n'avez pas bien fait votre marge, bah, vous êtes dedans à plus ou moins long terme, quoi. Parce que vous aurez plus les moyens à un moment de vous financer. J'arrête d'être défaitiste, mais ça, c'est des points qui sont ultra importants. Je continue quand même. Il y a un truc en stratégie avant de déployer ça, c'est en fait je l'appelle Joe le hamster. Alors pareil, hein, mes clients sont surpris quand je les appelle Joe le hamster, c'est qu'ils n'ont jamais en fait défini un objectif. Et la première chose que je leur demande de définir, c'est un objectif à 12 mois de marge sur charge variable mensuelle à atteindre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, marge sur charge variable à atteindre? Vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de coût de revient, alors votre prix de vente, moins le coût de revient, moins le coût commercial, moins le coût de logistique, moins votre coût de pub, il vous reste la marge sur charge variable. Donc imaginons qu'il vous reste 4 euros par produit. Mais la question que je vous pose là, c'est de vous dire, ok, dans 12 mois, combien de marge en valeur tu veux avoir? 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros? Je dis une bêtise, hein, ça c'est vous qui le définissez. Généralement, c'est par rapport à votre revenu. Vous vous dites, ben moi je veux toucher 3 000 euros. Donc 3 000 euros, on calcule toutes les charges pour avoir en fait cette marge sur charge variable. Je caricature mon propos, hein, toujours pareil. Et ça en fait c'est super important de vous le définir. Pourquoi en fait? Si vous vous dites je veux atteindre 4 000 euros de... allez on va faire un peu plus bas quand même. Si, on va le laisser à 4 000 euros. 4 000 euros sur charge variable sur un produit qui fait 4 euros. D'accord? De marge sur charge variable. Ça veut dire que vous devez vendre 1000 unités par mois. D'accord? À la fin. Ces 1000 unités par mois, ça veut dire que si vous avez par exemple un taux de conversion de 10%, qu'est-ce que ça veut dire 10%? Ça veut dire que pour 100 visites, vous faites 10 ventes. Ça veut dire que si vous devez faire 1000 ventes, vous devez faire 10 000 visites, d'accord? Sur votre fiche produit. 10 000 affichages de buy box. Ces 10 000, il va falloir que vous trouviez tous les mots-clés et toutes les pistes nécessaires pour atteindre ces 10 000 là. Et si vous n'êtes pas défini cet objectif, vous faites comme le hamster, vous tournez à l'infini sans pouvoir prendre de décision. Et en fait, à un moment, vous ne savez pas vous arrêter. Et vous arrêtez dans deux sens. C'est-à-dire que je vous dis 4 000 euros de marge sur charge variable. Si un mot-clé n'est pas rentable pour vous, il faut l'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous ne l'êtes pas défini, vous n'allez pas prendre de décision. Et j'ai plein de gens qui ne savent pas prendre de décision, dire ouais mais si je veux garder ce mot-clé-là, ouais mais il te coûte 1,10 € par clic. Tu dépenses 22 euros en fait pour faire une vente alors que ton produit en coûte 15. Je caricature toujours le propos pour bien cool. Et ça, c'est super important. Donc, définissez-vous. Je vous prends celui-là parce que c'est le plus difficile. Marge sur charge variable, c'est en fait le signe de la réussite. Ça veut dire qu'en gros, si vous arrivez à ça, vous êtes tranquille. Parce qu'en fait, tous les autres indicateurs vont découler de ça. Le nombre d'unités, vos prix de vente, etc. Tout va découler de ce truc-là. Et en fait, je vous le montre avec deux graphiques. En fait, ces graphiques-là, très peu de gens les connaissent. Mais quand vous faites une société, ou même en tant qu'entrepreneur, vous avez ce qu'on appelle des charges fixes, d'accord? Je vais vous en prendre une que vous connaissez généralement tous. L'abonnement à Helium 10, 97 euros. 97 euros, en fait, si on le prend parce que vous avez pris un an, ça fait 970 euros, d'accord? Imaginons, en fait, donc vous avez une charge fixe de 970 euros. Imaginons, tiens, je vais prendre une calculette, que votre marge, on va reprendre le 4 euros, d'accord? 970 euros que divise 4, ça veut dire qu'en fait, il faut que vous ayez vendu 242 produits pour juste payer votre abonnement Helium 10, si vous faites 4 euros de marge. Vous voyez la logique de ce truc-là? C'est pour ça que je vous impose la marge sur charge variable en objectif, parce que dès qu'il y a ça, vous allez commencer à regarder tout le reste d'une autre manière. Parce que en gros, la marge sur charge variable, c'est cette partie-là. Vous voyez? C'est en gros la notion entre... Enfin, quand vous faites votre chiffre d'affaires, les charges variables sont votre prix de vente. Donc, c'est en fait ce profil-là que vous faites entre les deux. Donc,
plus vous avez de chiffre d'affaires, plus en fait vous avez de marge. Mais le problème, c'est que vous ne percevez pas votre charge fixe. La charge fixe, c'est vos budgets de réassort, c'est votre rémunération, c'est votre réserve pour votre prochain produit, etc. Et en fait, si vous avez un expert comptable, il y a un truc qui est tout bête, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Dans une société, en fait, le seuil de rentabilité s'atteint en fait à un certain moment. Exemple, il y en a certains qui vont l'atteindre au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois. J'espère avant les 12 mois parce que vous avez fini et vous êtes en perte. Avant ça, vous êtes en perte. Après ça, vous êtes en profit. Donc vraiment, en fait, j'insiste lourdement, votre objectif derrière, c'est que de la rentabilité. Même si ça fait des millions de chiffres d'affaires, si ça ne fait pas de rentabilité et que vous n'avez pas défini ça, vous êtes dedans, à un moment ou à un autre. Je continue. Alors maintenant, on arrive dans la méthodologie. Qu'est-ce qu'on fait en fait sur cette mécanique-là? En fait, quand vous avez votre produit qui arrive je dis beaucoup en fait. Donc, si votre produit quand votre produit arrive, vous avez 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de lancement. Dans cette phase de lancement, la seule chose que vous avez à faire, c'est avoir vos premiers commentaires. Par vos clients naturels, par votre grand-mère, par qui vous voulez, par le programme Vine, tout ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez des commentaires. Si vous n'avez pas de commentaires, vous ne ferez quasiment pas de vente ou pas de vente rentable. Vous dépenserez trop d'argent pour pouvoir avoir quelque chose. Autre point, bien évidemment, avoir vos premières ventes pour commencer à ranker. Découvrir vos premières expressions qui vendent. Alors dit comme ça, c'est facile. En gros, la mécanique, c'est une mécanique qui est toute bête. Vous avez vos premiers commentaires, vous avez fait vos premières ventes, vous pouvez lancer votre première campagne, ce qu'on appelle la campagne automatique. La campagne automatique, c'est quoi? En gros, c'est une campagne où vous dites à Amazon, tu regardes ma fiche produit, ce que j'ai écrit dedans, tu regardes ma catégorie et tu testes. Moi, derrière, j'analyserai tes résultats. Et en gros, généralement, ce que vous faites, c'est chaque semaine, vous allez sortir 2 rapports. Il y a un premier rapport qui est le rapport des termes de recherche, un autre qui est le rapport des parts sur impression, qui est super important aussi, et vous allez faire vos analyses. Alors, je ne vais pas parler des parts sur impression, parce que ça va être compliqué, mais sur le parti termes de recherche, en fait, ce rapport-là va vous dire, tel terme de recherche a fait au moins une vente. Cette expression-là, vous allez la retirer de la campagne auto. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand je dis retirer de la campagne auto, ça veut dire que vous allez la mettre en négatif dans la campagne auto. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez dire à Amazon, hey, tu t'occupes plus de cette expression-là, c'est moi qui m'en occupe. Donc vous laissez courir en fait votre campagne automatique, lui il va plus aller faire de pub dessus. Et vous allez prendre cette expression et faire ce qu'on appelle 2 campagnes manuelles. Une campagne en expression, pour aller chercher de nouvelles expressions, et une campagne en mots-clés exacts. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça et en mettant l'expression dedans? Et en fait, vous faites un sujet qui est tout bête, c'est que vous donnez de la chance à une expression qui a montré un potentiel. Exemple, lampe torche. Lampe torche, vous la mettez en campagne manuelle. Comme elle a un budget toute seule, elle va être plus présente. Comme elle est plus présente, elle va être potentiellement plus cliquée. Comme elle va être plus cliquée, potentiellement elle va faire, et je dis bien potentiellement, plus de ventes. Et c'est à ce moment-là en fait, où ça devient super intéressant. Parce qu'il y a des mots-clés qui ont fait qu'une vente et qui n'en feront plus jamais. Vous ne dépenserez pas d'argent, vous allez les voir tout de suite. Et il y en a qui commencent à devenir intéressantes et vous allez pouvoir faire vos calculs de conversion sur ce mot-clé-là et dire celui-là, je veux ranker dessus. Et c'est là où vous allez pouvoir monter dessus. Dernière chose, découvrir les fiches produits, ce que je vous expliquais, qui vous aident à vendre. N'oubliez pas dans votre terme de recherche tous ces petits asines qui sont soit des produits complémentaires ou soit des concurrents qui sont moins bons que vous. Vous avez tout intérêt à coller de la pub sur eux pour une simple et bonne raison, c'est que s'ils sont moins bons que vous, vous allez potentiellement faire plus de ventes. Ça, c'est la phase de lancement. Vous payez quasiment à perdre votre publicité. Vous ne savez pas encore, vous n'avez pas assez de données pour savoir ce que ça donne. On passe en phase d'optimisation. La phase d'optimisation, vous avez des mots-clés, vous avez de la data. Et là, vous allez commencer à modifier votre fiche produit avec les expressions. Je prends un tout petit un truc. Vous n'avez peut-être pas forcément pensé que ce terme de recherche était bon dans votre fiche produit. Vous allez le mettre dans votre titre. Je ne sais pas, je reprends coque de iPhone, petite sirène. Vous n'avez pas mis petite sirène. Vous apercevez que vous êtes le master de la vente des petites sirènes. Mettez dans votre titre petite sirène. Parce que c'est là où vous allez ranker encore plus. Et pourquoi on le met en fait? C'est que les gens, s'ils voient le titre avec petite sirène qui est le meilleur de vos mots-clés, vont mieux transformer, etc., etc. Optimisez votre annonce pour augmenter le taux de clic. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est tout bête. C'est que vous commencez à avoir de la data. C'est-à-dire que vous savez en fait le nombre. Il n'y a que avec la pub que vous le savez ça. Vous savez le nombre d'impressions, vous savez le nombre de clics. Donc vous savez ce qu'on appelle le taux de clic. Donc c'est clic que divisent les impressions. Ça vous donne un taux. Imaginons que vous soyez sur votre premier mois à 1,5%. D'accord?
Ben, le mois suivant, vous changez votre visuel 1, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit bleu, vous le mettez rose. Et que vous passez à 1,5% de taux de clic, ben, vous avez gagné. Parce qu'en fait, à chaque fois que votre annonce apparaît, ben, elle est plus cliquée en fait qu'avant. Dernier élément, et c'est là où c'est super aussi important, c'est tester les variations de fiches de type prix, réduc, image, argu. Je m'explique. J'ai fait une vidéo YouTube sur les coupons. En fait, le coupon, quand je dis bah, mettez un coupon parce que ça fait un pattern interrupt, donc les gens vont plus cliquer dessus, moi je dis un truc en bon sens, mais il faut le contrôler. C'est-à-dire que premier mois, vous testez sans coupon, vous avez un taux de clic. Deuxième mois, vous mettez votre coupon par exemple de 5% et vous regardez si votre taux de clic a augmenté et si votre conversion a monté. Si votre conversion a monté et que vous faites 10% de chiffre d'affaires, vous avez gagné. Génial. Si votre chiffre d'affaires ne monte pas et que votre taux de clic ne monte pas, ça ne sert à rien de filer 5% à quelqu'un. Vous voyez en fait la notion de test derrière? Ça, c'est la phase d'optimisation. En phase de consolidation, vous devez savoir quelles sont globalement les 1, 2, 3, 4, 5 expressions qui vous font vendre. Ou les 1, 2, 3, 4, 5 fiches qui vous font vendre. C'est la célèbre loi Pareto, vous savez, 20% en fait de mon activité représente 80% de mon chiffre d'affaires. Ben là, en fait, c'est ces mots-clés-là que vous allez mettre en campagne qu'on appelle de ranking pour essayer d'être Amazon Shows ou mieux, être numéro 1 des ventes. Parce que là, vous allez bastonner. Et je prends un exemple que j'ai cité dans un des groupes ce matin qui a choqué tout le monde. C'est que par exemple, j'ai un client en ce moment sur un mot-clé, en exact, on dépense 650 € par jour en campagne. Juste sur ce mot-clé-là. On est sur un ACOS de 8%, il m'autorise ce qu'on appelle un TACOS de 15%, ça veut dire que je suis rentable pour lui. Ben, j'accélère tout ce que je peux dessus pour être présent un maximum de fois et j'autorise quasiment des budgets no limites. Donc, dans cette mécanique-là, mais je suis rentable, hein, vous avez entendu, hein, mon ACOS est calé, etc. Vous amusez pas à mettre 650 € sur un truc si c'est pas rentable. Mais à partir du moment où vous savez que c'est rentable, ben, vous bastonnez. Alors, dans d'autres lives, si vous regardez, je vous citais des tapis de jeux de société. À un moment, je montrais en fait les tapis de jeu qui étaient présents. En fait, la ligne des 4 tapis de jeu était présente sur tapis de jeu de cartes. Parce qu'à un moment, on devient tellement puissant sur la pub que plus personne ne peut venir en fait dessus. Et en fait, c'est là où ça devient super intéressant. Parce que globalement, tout le monde, on devient tellement puissant qu'on bloque la concurrence. La concurrence étant moins visible, son organique baisse et c'est tous nos produits qui montent derrière. D'accord ? Régler votre performance de fiche produit en fonction de votre organique, ça c'est un autre sujet. C'est les prises de décision, vous vous souvenez? Quand je vous disais, ben vous avez défini 4 000 € de marge. Si vous êtes à 4 000 €, ben en fait, la stratégie que vous avez à faire, c'est soit de dire j'en veux plus, donc vous continuez à augmenter en publicité, ou non, ça me va les 4 000 €. Et là, en fait, vous allez essayer d'optimiser en baissant vos budgets de publicité. Je ne sais pas si vous voyez, vous dépensez par exemple 2 000 € de publicité par mois, et vous allez dire, ben, je vais essayer d'en dépenser plus que 1 000, parce que je veux récupérer 1 000 € de marge en plus. Et si votre organique se maintient, ben, vous avez gagné. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans tout ça, tiens? Marketing, est-ce qu'on a des choses... Si vous pouvez juste éteindre vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend quelqu'un qui parle. Attends, je vais le regarder dans les participants. S'il vous plaît. Thomas, coach... Attends. Hop. Lui tous. Oui. Voilà, et pourquoi pas, ici, coaching de vie professionnelle. Ah non, il y en a un qui a été... Service conseil. Ah, je sais pas qui c'est. Bon, je continue. Donc, et continuez à optimiser votre annonce. Et en gros, l'itération, c'est le dernier point. C'est là où vous vous posez la question. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à cette phase-là, c'est est-ce que vous avez atteint votre objectif? Si vous ne l'avez pas atteint, ben, vous repartez en phase d'optimisation, reconsolidation. Donc la méthodologie, c'est en fait le bon père de famille. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez, vous prenez quelques mots-clés qui sont rentables, vous commencez à les ranker. Vous avez quelques fiches produits, vous commencez à les ranker. Et puis, ben, une fois que c'est ranké, vous essayez de consolider sa position en lui mettant un peu plus de budget de pub. Et tant que vous n'avez pas atteint en fait, l'objectif que vous êtes fixé en marge, eh bien, vous itérez au fur et à mesure. J'espère que je n'ai pas été trop lourd sur le sujet. J'arrive sur le dernier point. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Alors, là, on a parlé en fait dans l'écosystème d'Amazon. C'est-à-dire que je vous dis, ben voilà votre stratégie que vous avez à mettre en œuvre au départ et que ben vous utilisez la pub, vous utilisez les fiches produits, etc. mais vous n'utilisez que le trafic d'Amazon. Et en gros, ben on va prendre principalement les États-Unis parce que c'est pas encore suffisamment utilisé en France, mais il y a tout ce qu'on appelle le trafic extérieur. Le trafic extérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais d'un cycle client au départ. Le cycle client, alors
je vais d'abord vous définir ce que c'est qu'un bot Messenger. Alors, un bot Messenger, c'est quoi? C'est que si vous avez un compte Facebook, vous devez le connaître. C'est la mécanique, la messagerie instantanée que vous avez sur le côté. Alors, vous l'utilisez de manière manuelle, c'est-à-dire que vous contactez vos amis, vous expliquez un certain nombre de choses, enfin, vous conversez avec vos amis. Il existe en fait des logiciels qui vous permettent de gérer une automatisation en fait de votre page entreprise avec un bot qui va gérer en fait la relation avec vos clients. Donc dit comme ça, en fait, c'est assez ésotérique. Mais ce qui est absolument génial avec ça, c'est que globalement, ça vous crée ce qu'on appelle une liste d'abonnés. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à ce bot-là, recontacter en fait ces différentes personnes. Exemple, il y a certaines personnes qui sont présentes dans ce live-là parce que moi, j'ai envoyé un message via mon bot à la liste en fait de ceux qui étaient sur le bot qui s'appelle BillBot, en gros, et ils étaient abonnés. Donc je leur ai envoyé ce matin en disant à propos, je fais un live ce soir, venez vous abonner. D'accord ? Et ça, c'est un bot Messenger qui l'a mis en place. Globalement, ça a cette tête-là, donc avec un certain nombre de mécaniques. Donc le robot va dire quelque chose, la personne va répondre, le robot va répondre autre chose, et ça, c'est tout. C'est nous qui le paramétrons. Alors vous inquiétez pas, les paramétrages de ce type de bot, il n'y a pas besoin d'être un développeur. C'est relativement simple, il faut être juste un tout petit peu créatif et pas faire comme moi des fautes d'orthographe tous les 4 mots. Mais à part ça, normalement, c'est à peu près bon. Le sujet par rapport à un bot Messenger, c'est que votre page à vous est connectée en fait à un seul bot. Donc en fait, vous choisissez un bot, il se connecte à votre page et c'est lui qui va faire toutes les interactions qui sont avec vos utilisateurs. Vous pouvez intervenir dessus, mais globalement, en fait, c'est lui qui interagit. Et alors, vous allez me dire, oh, ok, mais à quoi ça sert par rapport à Amazon? Parce que tu m'as expliqué que c'était super bien d'être sur Amazon, qu'un site e-commerce, c'était pas top. Pourquoi tu nous parles du trafic extérieur? En fait, il y a un sujet. C'est ce qu'on appelle le cycle client. Alors, on rentre dans un système en fait qui est le marketing digital. Le cycle client, pour ceux qui ne le connaissent pas, représente ces 7 étapes. Normalement, quand vous travaillez en e-commerce, mais aussi de manière générale, votre cycle, vous devez en fait faire connaître votre marque. Une fois que vous avez fait connaître votre marque, faire connaître votre produit. Une fois que vous avez fait connaître votre produit, essayez d'avoir les coordonnées de la personne, c'est ce qu'on appelle la prospection. Derrière, en fait, une fois que vous avez les coordonnées de la personne, lui faire la conversion, c'est-à-dire faire le premier acte d'achat. Une fois que la conversion est faite, à votre niveau, d'essayer de participer au moment de la consommation, d'accord? Une fois qu'elle a consommé, essayez de la faire réacheter et bien évidemment, essayez de la faire recommander. Ça, c'est tout le cycle, en fait, e-commerce. Et vous comprenez, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais de 1,87% de taux de conversion et 5% de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un site web, vous êtes obligé de payer toutes ces étapes-là, toutes sans exception. Alors que sur Amazon, en fait, vous n'avez que à payer la conversion. Vous avez un peu d'engagement produit parce que vous faites de la pub à l'intérieur du moteur de recherche, un peu de recommandations pour essayer d'inciter les gens à poser des commentaires, mais globalement, l'ensemble de votre effort, il se situe ici. D'accord? C'est pour ça que quand vous lancez vos produits, c'est beaucoup plus économique de le lancer sur Amazon, parce que vous n'avez qu'à vous concentrer en fait sur l'acte d'achat, rien d'autre. Les 7 photos, les puces, le titre, point barre, c'est tout. Tout le reste a été fait par en fait Amazon. Le problème, c'est que ça va bien dans un niveau de concurrence moyen. Quand on commence à rentrer dans un niveau de concurrence fort, le sujet c'est comment on fait pour faire de l'engagement produit, parce que les gens viennent sur une fiche produit, mais si j'ai tout un catalogue, comment je fais pour faire connaître mon catalogue? Dans la consommation, comment je fais pour faire en sorte que je participe à l'acte de consommation de la personne, pour rester dans l'expérience client? Comment je fais pour faire reconsommer mon produit? J'étais avec des gens, en fait, c'était hier ou avant-hier, j'ai plus la notion du temps, où je leur disais, voilà, votre produit, par exemple, il se reconsomme tous les 60 jours à peu près. Si vous n'avez aucun moyen de recontacter la personne qui vous a acheté sur Amazon puisque vous n'avez pas ses coordonnées, au 55e jour, vous ne pouvez pas le rappeler en disant « rachète-moi mon produit ». Et si ça se trouve, il va revenir sur Amazon sans se souvenir forcément du produit qu'il a acheté et acheter un de vos concurrents. Recommandation, c'est la même chose. Et en fait, le bot Messenger va vous permettre en fait de gérer cet ensemble-là. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors là, je vais vous donner des exemples que moi je mets en place pour les clients qui sont dans les formations que j'ai mis en place, mais surtout c'est que ça va vous donner des idées déjà à la base pour comprendre le sujet. Premier sujet en fait, dans un des scénarios qu'on a, c'est comment on récupère les leads. En fait, pour pouvoir récupérer les leads, il nous suffit d'un truc tout bête, c'est de mettre un flyer à l'intérieur en fait des packaging, mettre un QR code et un petit lien,
qui envoie par exemple pour télécharger l'e-book, et si je prends l'exemple du téléchargement e-book, hein, ça peut être toute autre chose, hein, programme de fidélité, ça peut être voir des vidéos, ça peut être toute une... mais là, en fait, on est sûr que le QR code est bon, puisque c'est un flyer, que la personne va rentrer dans le bot, et au moment où elle rentre dans le bot, elle s'abonne auprès de nous, ce qui va nous permettre de la recontacter pour plein d'autres choses. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire derrière. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on participe à sa consommation, on peut lui faire télécharger les guides d'entretien, on peut en fait lui demander son avis sur un certain nombre de choses, etc. etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on a récupéré les coordonnées de la personne. Et sur Facebook, puisqu'on est dans un bot Messenger Facebook, ce qui est super génial, c'est que si un jour vous voulez faire de la pub Facebook, grâce aux coordonnées de cette personne, vous allez pouvoir demander à Facebook de dire « Tiens, tu vois ces gens-là ? Est-ce que tu as les mêmes ?» Et en fait, vous allez pouvoir faire des pubs plus efficaces parce que Facebook va pouvoir aller retrouver les mêmes personnes. Je continue. Vous vous souvenez de la partie recommandation ? Comme vous avez récupéré les coordonnées, il vous suffit simplement en fait avec un bot Messenger quand vous avez la personne qui vient d'acheter, de lui poser une ou deux questions pour avoir son avis sur qu'est-ce qu'elle pense de votre produit. Et pour faire simple, si elle est contente de votre produit, vous l'envoyez directement sur Amazon pour partager l'avis, l'inciter à ça. Pour rappel, en statistique, si vous ne faites pas d'incitation, c'est 1%. C'est-à-dire pour 100 ventes, vous avez un avis. Et généralement, il est mauvais. Quand vous commencez à utiliser en fait les outils d'Amazon, vous montez entre 3 et 5%. Vous savez, en fait, ce qui est à l'intérieur des commandes où vous pouvez demander à Amazon d'envoyer les avis, vous montez à 3 à 5%. Et si vous utilisez ce type d'outil, que ce soit le bot Messenger email, vous pouvez monter jusqu'à 10 à 12% si vous gérez bien le truc. Et là, ça devient super pertinent parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, vous allez filtrer. C'est-à-dire que vous allez envoyer ceux qui sont des avis positifs vers le truc et ceux que vous sentez qui ne sont pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas, vous les prenez en direct, ce qui vous évitera d'avoir une utilisation d'une garantie A à Z. Parce que vous gérez la coordonnée. Ça, c'est un deuxième scénario. Il y en a un troisième, qui est celui qui est le plus utilisé par exemple aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les lancements de produits. Les lancements de produits, en fait, c'est un système qui est tout bête, c'est qu'on prévoit un mois à un mois et demi avant une mécanique de vente avant que le premier stock arrive. Et donc, en fait, on commence à cumuler des gens par des incentives, des réductions, des choses comme ça, qui fait que quand le stock arrive, on a par exemple, allez, on va dire 10, 20, 100, 200 personnes qui sont prêtes à acheter le produit avec 10, 20, 30, on va dire 40% de réduction. Pareil, ça se gère en rentabilité, ça. Et à ce moment-là, quand vous déclenchez en fait le bot, votre stock arrive, vous êtes en honeymoon, vous vous souvenez, la lune de miel, et vous déclenchez en fait les codes de réduction qui vont être valables sur 28 jours. Donc, votre système, qui est le système de calcul de BSR sur le truc. Et en gros, pendant ces 28 jours, si sur 100 personnes, vous avez 50 ventes qui se passent, automatiquement, en fait, vous êtes super bien classé. Et si vous arrivez à bien vous classer, vous arrivez à des moments à quasiment passer correctement en fait le deuxième mois avec une très très bonne visibilité. Alors rien, il faut toujours les commentaires bien évidemment derrière, la publicité, mais c'est quelque chose en lancement de produit que peu de gens en France font, mais qui se préparent très en amont. À un moment, j'ai une des vidéos pareilles où je reprends les tapis de jeux de société, il a une rupture de stock de 4 mois, c'est énorme 4 mois de rupture de stock, mais en fait on est repassé numéro 1 des ventes en 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'on a fait 130 ventes en 15 jours avec ce type d'opération. Je ne vous dis pas que vous allez faire 130 ventes avec ce type d'opération, c'est qu'on avait la communauté derrière. Mais vous voyez la mécanique, c'est d'anticiper ça. Et ça, grâce à un bot, vous êtes capable de le faire. Pour information à propos, tiens, je vous fais une info en fait derrière. Depuis 10 jours maintenant, alors attendez, je vais vous donner le nom exact, comme ça vous pourrez faire la recherche. Ça ne se passe que pour l'instant qu'aux États-Unis et ça va arriver en fait en France, je pense, d'ici 6-7 mois. Donc commencez à vous intéresser au trafic extérieur. Attention, grosse nouvelle là. Ouais, en fait, ça fait 10 jours. J'ai 4 clients en fait dont on en bénéficie maintenant. En fait, ça s'appelle le Brand Referral Bonus. En gros, c'est des opérations qui sont lancées en fait aux États-Unis maintenant et qui vont se déployer sur toutes les autres places européennes. Pourquoi ? Parce qu'en gros, la commission d'Amazon qui est de 15%, si en fait Amazon, en fonction en fait de votre marque, etc., il faut avoir une marque. En gros, si vous envoyez du trafic extérieur, typiquement bot Messenger, pub Facebook et autres, vous ne serez plus que en fait en commission à 5% sur cette partie de trafic-là. Et ça, c'est monstrueux parce qu'en gros, ça veut dire qu'en fait, toutes vos bases de données, tous les éléments en fait que vous avez derrière, ça va vous permettre d'exploser vos ventes en ayant ce 10% de trucs. Et pourquoi ils font ça ?
c'est qu'ils vous permettent ce 10% d'acquisition. Alors, c'est pas des grands mécènes, hein, c'est qu'ils ils vous envoient en avant, en fait, pour attirer encore plus de monde. Mais Ils t'envoient au front, quoi. Ils t'envoient au front et disent, allez, vas-y, ramène-moi du monde chez moi. voilà, mais c'est ramener du monde sur Amazon, mais c'est aussi en fait pour couper carrément court à tous les sites web. Parce qu'en fait, le dernier point qui manquait, c'était cette puissance qu'on avait avec les Google Shopping, etc., etc. Et on n'avait pas de moyen en fait de faire quelque chose. Et là, pour le coup, bah, on a tous les outils pour savoir les performances qui sont derrière, puisqu'il existe maintenant des outils. Alors, vous les avez pas encore, mais aux États-Unis, on les a pour savoir taguer tout en fait les éléments de trafic extérieur, et ce qui permet en fait de gérer carrément en fait une opération. Et 10% de coûts d'acquisition publicitaire extérieur, ça se gère quand même. Donc, commencez à penser à ce type de choses parce que ça va arriver assez vite. Je me souviens plus. Et oui, et fidéliser les clients. Je me souviens plus combien j'avais de scénarios présentés. Et le fidéliser les clients, c'est quelque chose qui est super intéressant. Vous allez voir. En fait, imaginons en fait que vous filiez 5% en fait d'avantage fidélité à quelqu'un parce qu'il a consommé un premier produit, d'accord? Et vous lui dites, bah, si tu reconsommes mon produit, en fait, un de mes produits, tu as le droit à 5%. Et que, en fait, le lien sur lequel vous l'envoyez, vous le mettez en affiliation. Bah, en gros, la personne va acheter un produit avec 5% de réduction, mais Amazon va vous rétribuer 5% en fait en affiliation. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez, reconsommer sans clé, en fait, faire reconsommer vos clients sans qu'ils passent par la concurrence, et deux, quasiment votre programme vous coûte pas grand-chose si vous gérez du programme d'affiliation. Vous pouvez même faire mieux, en fait. Vous utilisez des typologies comme les suprêmes URL, les choses comme ça, pour vous faire ranker encore sur d'autres mots-clés. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là. Mais vous voyez, en fait, quand vous avez les coordonnées des gens qui viennent d'Amazon, ou que vous arrivez à recruter des gens, je prends un dernier élément, en fait, sur la fidélisation, par exemple, on a des opérations de parrainage. Le produit vous a plu, vous avez le droit à 10% si vous m'amenez un contact de plus. Ben en fait, c'est c'est ce qu'on appelle la recommandation, mais pour le coup, c'est pas les étoiles, c'est que le client va vous recommander d'autres personnes. Ben là, en fait, vous vous retrouvez avec un système de parrainage extérieur qui renvoie après vers Amazon pour faire de l'acte de vente. Et ça, c'est super génial, quoi. Parce qu'en fait, si vous filez 5% à la personne sur un parrainage, alors que votre publicité vous coûte 15%, vous avez gagné de l'argent, quoi. Donc voilà, sur ces mécaniques-là, je vais arrêter parce que le temps est long, en fait, déjà. Tellement intéressant. Oui, des testeurs de produits. Je passe directement aux questions. J'arrête. J'espère que j'ai été assez concis et que j'ai pas trop dépassé le temps. Non, parfait. Parfait. Alors, je pense qu'il y en a deux, trois qui à un moment ont lâché, mais je pense qu'ils sont encore tous là. Et franchement, c'était hyper intéressant. Et moi, je pourrais t'écouter des heures pour le coup, mais franchement, c'est vraiment top. Donc, merci à toi. Donc, ouais, on va juste regarder. Il y a quelques questions. Euh, Première question de Moussa qui dit: j'ai une question concernant l'anticipation de rupture de stock. J'ai un Ouais. produit qui sera bientôt en rupture. J'ai Hmm. déjà augmenté le prix et arrêté la pub. Il a baissé considérablement en ranking. Mon réappro arrivera la semaine prochaine. Comment faire pour limiter les pertes de mon ranking? Est-ce que je dois terminer mon offre ou continuer à vendre jusqu'à la rupture? Tu continues à... En fait, peu importe le sujet, en fait, je le reformule, pardon. Euh, Augmenter le prix, baisser la pub, en fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est super bien, mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ton rendement, tu l'as dit toi-même, baisse, ben en fait, au fur et à mesure, tu baisses ton organique. Donc, il va falloir que tu retravailles ton organique. Ta rupture de stock, c'est normal, tu vas en avoir au départ. Tout le sujet, c'est de les limiter. Parce qu'en fait, c'est des pertes sur un 28 jours glissant. Je vais faire simple. Si tu as par exemple une rupture que d'une semaine, tu vas commencer à avoir ton trou de visibilité là, mais tu vas l'avoir amplifié dans 28 jours et une semaine, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en fait, comme c'est 28 jours glissants, tu es globalement bien positif sur un certain nombre de choses, et il y a un moment, en fait, tu vas perdre par rapport aux concurrents, et c'est ça que tu vas sentir dans un temps plus loin. Le seul truc qu'il faut vraiment que tu limites au maximum, c'est ta rupture de 28 jours. Celle-là, faut pas la dépasser. Alors, il y en a qui l'ont fait. Comme je te dis, j'ai Moi, un le de mes premier. clients, en fait. Moi, le premier. Voilà. Je suis en plein dedans en ce moment, donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc, il faudra le remonter, mais de baisser, en fait, d'augmenter ton tarif, ça peut être intéressant, par exemple, d'augmenter ton tarif. J'étais pas super chaud, moi, dans les augmentations de tarifs. Si, une fois que tu l'as, tu ne rebaisses pas tout de suite, tu ne fais que des petites opérations promotionnelles de type couponing, parce que ça te met de ta marge. Parce que si tu continues à faire de la vente correcte, ben, tu as peut-être trouvé un pis-aller. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire que
Il y en a en fait qui n'osent pas augmenter leurs tarifs et qui, au moment de la rupture de enfin, qui sentent la rupture arriver, augmentent leurs tarifs un tout petit peu et s'aperçoivent qu'ils continuent à vendre correctement. Ouais. Donc, quand tu auras ton stock qui va revenir, baisse doucement en fait ton prix pour voir si ton rendement de vente reste pas en fait correct. Parce que si tu remontes ta pub et que tu arrives à regagner ta visibilité en quelques semaines, en fait, tu es tranquille. Donc, je te rassure, tu vas avoir une rupture. Tu fais bien de limiter quand même le fait d'avoir une rupture complète, parce que ça, c'est un mauvais point, parce que ça veut dire que tu gères mal, je mets des guillemets hein, dans le truc, mais pour Amazon, tu gères mal ton stock. Y en a qui les collectionnent, les ruptures, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont dégagés, mais tu le gères mal. Le seul truc, c'est qu'il faut absolument ce que je disais au tout départ, que quand ta rupture est là, tu regagnes tes parts en fait au fur et à mesure, mais que tu n'es pas perdu en rentabilité, parce qu'en fait c'est ton réassort prochain qui est super important, c'est tu dois recapitaliser en fonction de ton nombre de ventes. Et comme au départ vous êtes tous en progression, c'est super difficile de faire les estimations des commandes, mais il faut être le plus fin possible là-dessus. Je prends un dernier point d'ailleurs sur les stocks. Essayez maintenant en fait de vous habituer à avoir des coûts de 3PL. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est des logisticiens intermédiaires. Parce que vous avez dans les stocks, en fait, maintenant de plus en plus la notion d'IPI. L'IPI, c'est quoi? En fait, c'est votre rotation de stock, en fait, votre performance de stock dans Amazon. Et ils sont en train de faire vraiment une chasse qui est assez monstrueuse. Et en gros, pour faire simple, ils sont sur une entrée qui est première entrée, première sortie. Vous êtes super bon si vous faites première entrée, première sortie dans les 30 jours. C'est-à-dire que votre stock a une rotation de 30 jours. Vous êtes moyen sur une rotation à 90 jours et vous êtes out au-dessus. Donc, dans ton cas à toi, par exemple, imaginons que tu aies les moyens de commander 2000 € de 2000 pièces. Tu n'en stockes que 300 ou 400 dans le stock parce que tu sais que ça fait 30 jours de rotation ou 3 mois, par exemple, pour ne pas prendre de risques. Et en fait, tu gardes simplement ton logisticien pour faire ton réassort au fur et à mesure. Mais commencez à vous entraîner à ça, parce que de plus en plus, ça va être restrictif. Et si vous n'avez pas intégré ces mécaniques-là, en fait, vous risquez d'être fort surpris, parce qu'une des baisses de visibilité, c'est aussi le fait que vous avez des surstocks et qui, en fait, ils vous charclent, quoi. Et ça, c'est le compte vendeur. C'est exactement ça. Et en ce moment, c'est assez restrictif. Et moi, pour le coup, pareil, hein, je suis dans le même cas, je suis en plein dedans, c'est que j'ai livré beaucoup de pièces juste avant qu'ils fassent vraiment la chasse et qu'ils mettent en place ces éléments. Et du coup, je suis un peu trop stocké par rapport à ce que je devrais. Et on le voit un petit peu que ça joue un petit peu sur la visibilité, ça joue sur plein de choses, sur les scores IPI. Et du coup, tu veux faire rentrer de nouveaux produits. Tu es bloqué parce que tu ne peux pas en envoyer de nouveaux. Et après, si il suffit que tu aies 2-3 produits ou un qui ne vendent pas très bien, tu es bloqué et après, c'est compliqué. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Cyril, sur le fait de prendre un logisticien extérieur pour justement faire du flux tendu limite sur les produits. Et ça peut améliorer effectivement les scores d'IPI, la visibilité. Non, mais voilà. Donc là, j'ai fait le tour. La rupture de stock, tu t'inquiètes pas trop tant qu'elle dépasse pas les 28 jours. Alors, plus le temps est long, plus ça va être dur pour toi. Mais là, tu as bien fait ta mécanique. La seule chose, c'est que baisse pas tout de suite ton tarif, baisse-le progressivement pour voir en fait si tu n'as pas quelque chose à gagner à ce niveau-là. Ok, super. Après, donc il y a Thierry qui demandait j'aimerais qu'on m'explique comment marchent les ventes à l'étranger, les coûts d'expédition, etc. Alors, comment les coûts à l'étranger, les pan-Europe, c'est ça? Je pense que ça doit être sur le pan-européen. Alors, je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que ça, c'est un peu compliqué. Sur l'Europe. Ok, c'est sur gros, l'Europe. comment? C'est sur l'Europe, c'est bien sur l'Europe. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Tu es entrepôt France. Alors il ne faut pas que je dise de bêtises. Tu es entrepôt France, tu expédies à l'extérieur, donc autre pays étranger. Tu as des surcoûts. En fait, tu vas regarder. En fait, simplement, c'est la mécanique en tant que telle. Je ne sais plus comment sont les coûts, mais tu as une fiche. À la rigueur, je l'attends. Si vous l'avez pas, je vous la mettrai en lien ou quelque chose comme ça, mais qui vous permet de savoir en fait les frais d'expédition. Donc ça, c'est la première chose. Entrepôt France, expédition en dehors en fait de la France. Il y a des petits surcoûts supplémentaires. C'est pas prohibitif, mais il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, en fait, vous avez deux techniques. Alors, c'est là où il y a une grosse confusion de la plupart des gens. C'est ce qu'on appelle le MCI et le Pan-Europe. Le MCI, c'est vous qui décidez dans quel marketplace vous allez et dans quel entrepôt vous livrez. Exemple, vous voulez faire l'Allemagne, vous entreposez en Allemagne et en fait, vous vendez en Allemagne. Ça, c'est ce qu'on appelle le MCI. Il vous faut un code de TVA pour l'Allemagne
et il vous faut en fait, vous serez considéré comme un produit allemand. Donc ça, c'est bon. Et vous êtes même, des fois, en fait, vous allez vous apercevoir, je prends par exemple le coût des FBA, quand vous êtes à 3,85 € en France, le même produit en Allemagne, c'est 2,11 € derrière. Donc là, pareil, il y a une grille, vous la comparez. Le Pan-Europe, et donc c'est toi, en fait, en tant que personne qui dit je livre l'Allemagne. Donc c'est à toi de te débrouiller, comme la France, de livrer l'entrepôt France et de faire les expéditions en Allemagne. Et donc les coûts de logistique, de transport derrière, bon, tu as les mêmes partenaires privilégiés, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a le Pan-Europe qui est un peu différent. Mais le Pan-Europe, alors, j'ai un peu de confusion tout de suite. Je sais que l'Angleterre est dégagée, mais je me souviens plus si, par exemple, les derniers, c'est-à-dire Suède, etc., sont intégrés. Je suis pas sûr. Mais si, en fait, le Pan-Europe, il faut avoir l'ensemble des codes de TVA de chacun des entrepôts existants, donc Allemagne, Pologne, Espagne, Italie, etc., pour être dans le Pan-Europe. Le Pan-Europe, en fait, il te donne 3 avantages. Premier avantage, tu livres l'entrepôt français, c'est Amazon qui se démerde dans tous les autres entrepôts pour livrer la rotation dont il a besoin. Premier sujet. Deuxième sujet, tu bénéficies d'un putain de boost de visibilité de 30%. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es Pan-Europe, mais il faut être Pan-Europe avec toutes les conditions de Pan-Europe, c'est pas juste la mécanique Pan-Europe que vous voyez vous sur le seller, c'est vraiment d'avoir, il y a un logo en fait Pan-Europe. Et là pour le coup, vous bénéficiez de ce boost de visibilité. Et le dernier élément, je m'en souviens plus, c'est quoi? Si vous êtes prioritaire en termes de, vous avez accès pareil dans le seller en fait, dans votre seller, vous avez accès en priorité au programme des UPS par exemple. Quand vous n'êtes pas Pan-Europe, vous avez le programme normal et en gros UPS version Pan-Europe, il y a un programme prioritaire qui permet d'avoir des fenêtres d'ouverture en fait où vos livraisons sont pas en bouchon. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, là en ce moment vous devez le sentir, c'est qu'il y a plein de bouchons qui se passent parce qu'on n'arrive pas à livrer les stocks. Le Pan-Europe le permet. Donc ça, c'est un des sujets. Donc je répète, Entrepôt France, en fait, vous livrez les autres, il y a une grille qui permet d'avoir des surcoûts. Deuxième point, vous choisissez en fait les marketplaces sur lesquels vous voulez être. Espagne, Italie, Allemagne et autres. Et c'est vous qui décidez, mais il vous faut le code de TVA qui est derrière. Je reviendrai sur la TVA. Vous devez avoir le code de TVA du pays et en fait, c'est à vous de livrer en fait l'entrepôt. Et le Pan-Europe, qui a l'avantage de vous livrer le pays dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, si vous êtes français, vous livrez l'entrepôt France et après, Amazon se charge de la chose. Dernier point, la TVA. Alors, je parle sur le contrôle de tout le monde parce que la TVA, en fait, a changé au 1er juillet. Donc, gardez en tête cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le droit de vente dans les pays étrangers jusqu'à une hauteur de 10 000 € au total sur toutes les marketplaces. Et là, vous restez avec votre TVA à vous. D'accord? Il y a une TVA globale, Europe, etc., etc. À partir du moment où ça passe au-dessus, vous rentrez en fait dans une mécanique qui est la mécanique de chacun des codes de TVA. Donc, pensez pas en fait que le guichet unique, ça va vous aider pour tout. Vous devez vraiment en fait, quand vous voulez vous déployer dans une autre place de marché, avoir le code de TVA de la place de marché donné. Je sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai dit. Complètement. J'ai compris pour le coup moi, mais après j'espère que tout le Voilà, monde. j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop confus. Non, non, t'inquiète pas. Moi, pour moi, enfin, c'est assez clair. Après, bien évidemment, j'espère que tout le monde a bien tout ça en tête. Alors, il est déjà assez tard, donc on va faire deux dernières questions très rapides parce qu'il y en a certaines qui ont été répondues par des membres qui sont là, donc c'est top. Il y en a une, c'est juste sur, tu sais, quand tu intègres des flyers à l'intérieur de tes packaging. Il y a Frédéric qui demande est-ce que Amazon vérifie ce qu'on met dans les paquets et comment éviter de se faire griller? Alors, non, ils ne vérifient pas les paquets. Alors, éventuellement, tu peux avoir des concurrents en fait qui vont essayer de te la jouer en fait. Mais ton flyer, il n'est pas illégal ton flyer. Le truc qui est illégal, c'est d'inciter à des commentaires positifs. Donc, si ton message il est de dire coucou, si vous êtes super content de mon produit, je veux un commentaire positif, là c'est chaud. Coucou, je vous file 50 € pour faire un commentaire positif, c'est encore plus chaud. Je te repère en tant que concurrent, je te grille derrière parce que je le dis à Amazon, pour faire simple. Soyez Mais filou, quoi. ça m'amuse pas à contrôler. Honnêtement, il n'y a pas de contrôle.
Mais s'il y avait un contrôle, si votre flyer, là je l'ai pas mis dans la présentation, mais je montrais en fait, je montre des flyers des marques, par exemple d'une marque de bijoux que je gérais avant. Le flyer dedans, en fait, il y a les liens pour aller télécharger en fait les vidéos de formation. Il y a la fidélité en fait où ils ont 7 jours pour s'inscrire. Il y a le programme de parrainage. En fait, j'ai tout qui est derrière et ma partie. Et à propos, on est une jeune entreprise. On a besoin de vos retours et surtout, en fait, dites-nous ce que vous en pensez, machin. vip@myp.fr, donc était la marque, ce qui nous permet d'avoir la garantie A à Z, parce qu'en fait, les gens, quand ils ne sont pas contents, ils vont écrire tout de suite et donc on les a en direct. Et puis, dans la mécanique, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, point barre. Et en fait, rien que ça déjà, mais sans préciser que c'est positif ou pas. Mais généralement, quand on a fait ça, on vient de dire, ceux qui ne sont pas contents, écrivez-nous. Puis les autres, ils n'ont pas à nous écrire, en fait, ils peuvent laisser un commentaire. Mais surtout pas dire, laissez-moi un commentaire positif. Parce que pour le coup, en fait, vous êtes en train d'inciter les gens à quelque chose qui n'est pas légal à la base. Mais le flyer à l'intérieur, guide d'entretien, machin, vous y avez le droit. Complètement. Faut être, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être un peu filou, il faut jouer avec les mots et il faut essayer de bien tourner les choses pour justement éviter derrière de se prendre des taquets par Amazon. Donc ça, c'est hyper important et je l'avais déjà dit sur pas mal de mes vidéos. Faites-le d'une manière bien comme il faut, comme ça au moins vous n'aurez aucun problème. Dernière question, parce qu'il est très tard et on va te laisser Cyril, parce que sinon on y est jusqu'à minuit. Il y a beaucoup de membres qui trouvent ça, tout ce que tu as expliqué, très intéressant et qui aimeraient en savoir un peu plus et qui aimeraient peut-être avoir plus de connaissances à tes côtés ou éventuellement faire des coachings avec toi ou voilà, essayer d'en apprendre un peu plus. Comment ça se passe de ton côté? Alors, je pris de court. Donc, alors, il y a un site qui s'appelle www.nanakia.fr qui montre en fait toutes mes activités. Alors, ça fait super péteux sur la partie coaching. Je suis désolé de la façon. Si vous allez sur la page, vous allez voir. En gros, il y a déposer votre candidature. Alors qu'en gros, j'explique comment on peut faire des coachings, mais ça fait un peu prétentieux en fait de dire déposer votre candidature, le bouton. Mais en fait, pourquoi je le fais comme ça? C'est que généralement, en fait, alors je sais pas s'il y en a qui ont fait, mais en fait, je vous demande quelques renseignements pour savoir c'est quoi votre projet, qu'est-ce qu'il y a derrière et autres. Et vous allez voir, je suis super pas commercial en fait dans ces rendez-vous-là. Pour une simple et bonne raison, c'est que le quart d'heure qu'on prend ensemble après derrière, j'essaie de voir si je vais apporter de la valeur ou pas. Alors c'est pas dit en vous caressant dans le bon sens du poil, mais c'est qu'on est vraiment dans moi je coûte de l'argent. Est-ce que est-ce que c'est rentable pour vous? Et en gros, je refuse quasiment 80% des gens parce que ça veut pas dire que je donne pas des conseils. Par exemple, normalement c'est un quart d'heure, mais je passe tout à l'heure, j'ai passé avec, alors, je sais pas si elle est là, mais Charlotte, en fait 1 heure à lui expliquer tous les tenants et les aboutissants, mais c'était le quart d'heure simplement. En fait, elle a eu un coaching quasiment gratuit dans le sujet. Mais dans la mécanique, c'est que je ne veux pas en fait que ma prestation devienne un trou pour vous en fait. Donc, je préfère que les gens déposent une candidature, m'expliquent en quelques questions leur projet. En fait, voilà, quel chiffre d'affaires, quel objectif, comment. Pendant un quart d'heure, j'essaie de creuser pour savoir s'ils sont rentables ou pas. Et si, en fait, cette rentabilité permet soit en fait de faire du mentoring, c'est-à-dire de prendre quelques heures pour que je les accompagne, ou soit aller dans la partie performance, puisque j'ai une autre prestation qui est une prestation à la performance où en fait je suis facturé au chiffre d'affaires. C'est moi qui gère l'ensemble de la publicité, mais je suis commissionné au chiffre d'affaires. Mais la plupart des gens en fait ont ce réflexe-là de dire ouais mais génial, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires je paye rien. Et en fait c'est le piège. C'est que la performance c'est quelque chose où en gros c'est moi qui suis rentable, c'est jamais vous entre guillemets. Vous me payez pour être le plus performant possible, donc je vais accélérer tout ce que je peux. Mais si vous n'êtes pas avec une vraie bonne rentabilité, vous allez perdre énormément d'argent à un moment ou à un autre. Je reprends et c'est mon meilleur pote qui fait les tapis de jeux de société. Je lui ai fait ce qu'on appelle la rente de Noël de l'année dernière, donc avec les tapis de jeu. Il n'y croyait pas. On a commencé, il devait avoir 5000 unités, 7000 unités de tapis de jeu de société, donc de tous les tapis de jeu. Et la rente de Noël, c'est quoi? C'est on booste en fait entre octobre, novembre, décembre avec toutes les opérations commerciales pour avoir soit les numéros 1 des ventes et Amazon Shop avec les visibles le plus possible. On fait de la promo sur à peu près 30 à 40% de notre stock qu'on va perdre, ou on va pas gagner beaucoup d'argent, mais pour avoir les 60% qui sont ultra visibles à partir du 1er décembre. Parce qu'en gros, on rentre dans les 3 dernières semaines où les gens en fait ne regardent pas la promo, ils achètent les cadeaux.
Et en 5 jours, en fait, on a vidé son stock. On a fait 50 000 euros, en gros, en 5 jours. Sauf que je lui ai pété son fonds de roulement. Parce qu'en gros, il a mis 5 mois à faire tous ses réassorts dans tous les magasins. Et c'est pour ça qu'en fait, ma mission à moi, c'est... Et les gens disent, ouais, mais tu peux ralentir. Non, je ralentis pas. Moi, mon sujet, c'est plus je fais de chiffre d'affaires, plus je suis payé. Donc, en gros, j'accélère. Et en fait, dans ce dépôt de candidature, je l'explique en disant, attention, n'ayez pas juste le réflexe de me dire, je te prends à la performance parce que si je me rate, je paye rien. Bah ouais, mais en fait, le sujet, c'est que moi, je vais accélérer. Donc, il y a un moment ou un autre, tu risques de perdre plus parce que je vais accélérer. Parce que c'est vrai. En fait, une fois qu'on maîtrise bien Amazon, on voit comment ça se fait. Mais je vais arrêter sur le sujet. Il y a une fiche qui explique tout ça. Et la dernière chose, ce que je conseille à plus de gens, alors ça fait un peu vendeur de bas étage, mais regardez les éléments de formation. C'est un élément qui peut être vraiment important. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué les bots Messenger, j'ai une formation pub ou des choses comme ça. Une formation pub, il y en a une, elle coûte 500 €. En fait, ce que je vous ai expliqué, c'est plus rentable que de me prendre moi en coaching, par exemple. Si vous avez 2 heures de temps par semaine, que vous êtes un tant soit peu rigoureux, honnêtement, enfin, je signe ma propre branche, hein, mais prenez la formation, prenez 2 heures de votre temps chaque semaine, faites-vous accompagner par quelques conseils de Romain, en fait, etc., etc. Mais c'est 100 fois plus rentable d'être autonome au départ. Une fois que vous maîtrisez le sujet, après, vous pouvez prendre des gros mentoring. Mais au tout départ, gardez votre argent pour des choses qui sont votre stock. Je suis désolé, hein, je ne suis pas commercial pour 2 ronds, mais je préfère que vous preniez à la rigueur une formation et que je vous... Allez, faites un tour sur le groupe Facebook de Nanakia, par exemple. Vous verrez, je réponds à tout le monde, tous les jours, et même avec des vidéos. C'est-à-dire que je peux passer un quart d'heure à répondre à une personne qui m'a même pas acheté une formation, en fait, à la base. Donc, dans la mécanique, ce que je vous conseille sur mes prestations, si vous voulez qu'on travaille ensemble en consultant, j'ai aucun sujet, hein, je vous cracherai pas à la gueule là-dessus, c'est pas le sujet. Par contre, pensez bien à ça, c'est en publicité et sur des bots Messenger, si vous avez 2 heures de votre temps par semaine, que vous êtes un tant soit peu rigoureux, vaut mieux aller sur les formations et me poser des questions dans la communauté ou autre, ce sera beaucoup plus rentable. Je ferme la parenthèse parce que j'aime pas me vendre. Non, mais je tiens justement, je précise là-dessus parce que c'est vrai que moi, je vais être transparent. Moi, j'ai pris les formations de Cyril et elles sont vraiment mortelles. Et en fait, tout ce qu'on se pose comme question là, c'est en se formant qu'on aura les réponses. On pourra essayer de trouver des réponses peut-être sur YouTube ou sur les groupes Facebook ou sur des forums, mais c'est sûr que quand on a un process de A à Z pour vraiment suivre de tout ce qu'il faut faire, toutes les étapes pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les tenants et aboutissants du business, etc., c'est uniquement, selon moi, hein, avec la formation qu'on peut y arriver. Moi, j'ai pris les formations de Siri, j'ai pris d'autres formations, mais sur plein d'autres sujets. Et pour le coup, si vous voulez vous lancer là-dedans, mais d'une manière professionnelle et vous voulez bien faire les choses, ce sera avec la formation. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je vois, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent ouais, je vais prendre un coaching, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est très bien pour commencer, mais ça ne vaudra pas la formation parce que forcément, le coaching, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et comme dit Cyril, le but, c'est quand même de préserver son capital quand on démarre. On n'a pas tous 15 000 € à claquer dès le départ, on est un peu ric-rac. Donc, s'il y a un investissement à faire, c'est d'abord sur une formation et après, dans un second temps, dans un coaching pour faire grandir son business petit à petit. Je prends un dernier exemple. Je vois par exemple, il y a Naën qui répond. Elle a par exemple ce qu'on appelle un mentoring avec moi en fait. Donc c'est l'équivalent du coaching. Elle l'a une fois par mois. En fait, le sujet, il est le suivant. C'est qu'elle a encore des doutes en fait sur sa... Alors moi, j'ai pas de doute dessus. Mais elle a encore des doutes sur sa capacité de prise de décision. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne sait pas encore arbitrer sur des chiffres en publicité, des choses comme ça, etc., etc. Et elle a décidé de me prendre en coaching une fois par mois pendant 3 mois, pas plus. Et je pense qu'elle n'aura pas besoin de plus, simplement pour lui montrer comment moi, en fait, je prends des décisions qui sont juste du bon sens face à des chiffres. Et des fois, on a peur, en fait, de ça. Mais c'est les seuls éléments où, éventuellement, en fait, mais quand on a discuté ensemble, où je dis, ben, on est sur 1, 2 ou 3 séances, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses où vous avez des peurs, mais en fait, c'est juste des peurs. J'aime pas ça, ça fait développement personnel, ça. Mais je reprends cet exemple-là de Naën, elle me demande ça. Là, c'est une problématique identifiée.
je sais qu'elle est très très rigoureuse, j'ai aucun sujet là-dessus. Bah là, en fait, je vais l'accompagner en disant, ben voilà ma méthode en fait pour prendre des décisions. Ce que je vous ai dit, définir des objectifs, reprendre des KPI, réexpliquer les différents indicateurs clés, mais ça prendra moins de 3 heures et c'est fini. Point, on n'en parle plus. Et elle sera totalement autonome. Et vaut mieux que vous pensiez comme ça. En fait, quand vous devez prendre des coachings ou des choses comme ça, je reprends la performance. J'ai un client, moi, qui fait à peu près 600 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, on est sur, en gros, l'ensemble de toutes les marketplaces. Donc, c'est pas juste l'Europe, hein, c'est les États-Unis. On a ouvert le Japon le mois dernier. On a l'Australie, etc., etc. Il n'a pas besoin de moi à ce niveau-là. Il pourrait engager quelqu'un, en fait. Mais à son niveau, à la performance, ce qu'il dit, c'est moi j'ai mon catalogue, je déploie mon catalogue, j'avance tranquillement de mon côté, j'ai confié ça à quelqu'un, je le paye et j'ai pu à m'en occuper. Mais il est dans un autre truc, c'est-à-dire qu'il a considéré que lui, dans ses produits, il peut enquiller en fait cette charge-là et que lui se concentre à développer son catalogue. Mais la plupart des gens qui viennent chez moi, en fait, quand ils commencent à arriver en disant ouais, je veux que tu m'accompagnes sur la publicité, c'est ils n'ont pas touché du doigt. En fait, la publicité, je ne veux pas avoir l'effet gourou. En fait, ce que je vous ai expliqué, à un moment, ça vous paraît compliqué. En fait, la meilleure image, c'est qu'une fois que vous l'avez compris, c'est comme en fait, un paysan qui laboure son champ. J'utilise toujours cette image-là. En fait, la publicité, c'est toujours la même chose à répéter de la même manière. Donc, une fois que vous avez compris la méthode, en fait, et je vous l'ai expliqué la méthode. Alors, la formation, on décrit plus dans le détail plein de choses en fait qui sont derrière, mais la méthode, c'est quoi? C'est de se fixer un objectif, donc en chiffres, d'accord? D'identifier en fait les mots-clés qui vendent de manière rentable pour vous, de ranker sur ces mots-clés qui sont rentables et atteignables par vous, et une fois qu'ils sont atteignables, d'essayer d'atteindre les autres au fur et à mesure. Mais c'est un petit cycle en fait. Vous labourez votre champ et vous continuez à le labourer. La plupart, on voit, je vais utiliser cette image-là. Vous voyez plein de vidéos YouTube où vous avez des mecs qui ont réussi en 2 mois ou 3 mois. C'est pas ça en fait la consolidation d'une entreprise. Celui qui a trouvé le hand spinner peut-être, mais vous êtes dans un truc qui est d'appliquer, vous avez un produit, il y a des produits que vous allez abandonner parce qu'ils sont pas rentables, vous devez prendre la décision. C'est à ça qu'est formé Naen, c'est-à-dire de dire, ben à un moment, je suis capable de prendre une décision en disant, j'abandonne ou je continue telle et telle chose. Mais si vous réfléchissez, c'est que des chiffres où il y a 2 plus 2 c'est égal à 4, ben 4, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ben, la pub, c'est je mets un mot-clé et je vais finir sur ce sujet-là. Si je paye 100 euros de pub une semaine sur un mot-clé donné et que mon organique n'a pas monté, ben, c'est que j'ai un problème. Je vais mettre mon budget sur un autre mot-clé. Ce que je viens de dire, en fait, c'est ce qu'on m'achète une fortune. C'est l'arbitrage, en fait, de positionnement. Un mot-clé, je paye de la pub pour monter en organique, ben, je dois contrôler si mon organique monte. Si mon organique ne monte pas, ben, c'est que je suis pas performant là-dessus, je change de crèmerie et je vais chercher un autre mot-clé. Et quand je dis ça, tout le monde se dit « Ah, génial !» Mais en fait, c'est que du bon sens. Donc c'est pour ça, quand je vous le dis, c'est les formations, en fait, si vous avez 2 heures derrière, c'est plus intéressant, en fait, que de me prendre moi directement. Mais je ne cracherai pas dans la soupe si vous voulez m'avoir en coaching, si c'est rentable. Et j'arrête. C'est ça. En tout cas, si certains d'entre vous veulent aller plus loin dans le truc et éventuellement voir ce que propose Cyril, je vous mets juste un petit lien là sur le chat. Ce sont toutes ces formations, ces masterclass qui sont mortelles, franchement. Et on a réussi à gratter un petit peu, à négocier quelques points de réduction. Donc, bon, si jamais certains sont intéressés, vous avez 20% de réduction jusqu'à dimanche seulement. Donc, si jamais certains veulent parfaire un peu leur connaissance sur Amazon, sur la publicité, sur les bots Messenger, sur les masterclass, voilà, vous avez le lien ici. Voilà, vous trouverez toutes les infos que vous pouvez. Et le dernier petit truc, c'est pour si jamais vous passez, vous prenez l'une des formations via ce lien, vous aurez aussi un coaching avec moi de 1 heure. Donc au moins, ça permettra aussi de mettre en place et d'aller un peu plus dans le détail là-dessus directement avec moi. Donc ça peut être intéressant pour vous pour avoir un coaching gratuit. Par contre, ce sera limité aux 15 premiers qui voudront. Pour pas qu'ils soient saturés en planning. Ouais, parce que je vous avoue que si tout le monde prend des formations, au bout d'un moment, moi, j'aurai plus de temps pour moi. Donc ça se limite aux 15 premiers. Donc si jamais vous prenez une formation,
sur une formation de Cyril et que vous passez par ce lien, vous aurez donc un coaching de 1 heure avec moi. D'accord, donc c'est les 15 premiers et après, on verra comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, je peux vous assurer, les formations sont vraiment très bien. Cyril, c'est vraiment un très, très bon mec, vraiment. Et il donne beaucoup de sa personne sur ses réseaux. Je confirme. Voilà, Naël, si tu veux dire un mot. Absolument, je pourrais donner ma vie s'il faut. Cyril, merci pour ce don de soi. Hein. Franchement, tant que vous pouvez, pour moi, c'est toutes les personnes qui ont pris la formation d'Olivier Alain. Les formations de Cyril sont complémentaires en fait. Et si vous voulez scaler votre business, en tout cas le pérenniser et rester dans le game dans le temps, il vous faut ce type de formation si vous voulez être indépendant financièrement dans quelques années, quoi. Exact, tu as tout résumé. Voilà. T'as tout résumé. Pour le coup, moi, c'était à peu près pareil. Hein. J'ai dû me parfaire encore plus pour aller plus loin, mais voilà. Quand il y a des bons produits, c'est comme sur Amazon, on donne des bons commentaires, on dit que c'est bien, donc voilà. Merci. Tout ce qu'on peut faire, c'est top. Et juste une dernière conclusion, parce qu'après, je vais rougir, en fait. Vas-y. Dernière chose, ce que je vous invite à faire, même si vous ne prenez pas les formations, c'est dans le sujet, venez dans le groupe, en fait, que ce soit le groupe de Romain ou mon groupe à moi de l'autre côté. De mon côté, je réponds à toutes les questions. En fait, tous les matins ou tous les après-midi, je liste toutes les personnes qui me posent les questions et en fonction, je réponds soit en format vidéo, soit en format texte. Donc, n'hésitez pas. J'y prends vraiment plaisir pour le coup. C'est pas un truc où je vous caresse dans le bon sens du poil et qu'en plus, moi, ça me permet de comprendre là où en fait j'explique mal, etc. Donc, vraiment, faites ça. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que tant dans le groupe de Romain en fait que le mien, ce qui est intéressant, c'est que même maintenant, la communauté commence à répondre. Et ça, c'est top parce que eux-mêmes, en fait, commence à comprendre les mécaniques d'apprentissage, etc. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, pour le coup, en dehors même des formations qui sont importantes, rentrer dans ce type de groupe pour participer les uns et les autres, parce que le partage d'expérience est quelque chose de super important. Et j'arrête sur cette conclusion-là. Et allez aussi voir la chaîne YouTube de Cyril, qui aussi donne beaucoup d'informations. Tu me rappelles juste le nom, à chaque fois, c'est Amazon Secret Tuto. Amazon Secret Tuto. Allez voir la chaîne YouTube. Il y a plein d'informations gratuites. C'est super bien expliqué. Donc voilà, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et puis, comme Cyril l'a dit, rentrez dans les groupes Facebook, allez quand même vous renseigner. Et après, plus tard, vous avez le temps de prendre des formations, etc. En tout cas, merci beaucoup, Cyril. Merci à tous. C'était très intéressant. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir pour un premier coaching. Franchement, ça fait pour un premier live, entre guillemets, même si c'est Cyril qui a fait tout le boulot. Hein, mais c'est cool quand même de pouvoir partager ça tous ensemble. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Salut. Au revoir. Très pro. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour de toutes les questions pendant cette heure et demie avec Cyril. Comme tu vois, il y a eu beaucoup de contenu. Si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur les formations de Cyril, tu as un lien juste en dessous de la vidéo et tu peux obtenir des réductions avec le code MONEBusiness. Donc, il suffit simplement de mettre ce code quand tu vas passer ta commande, que ce soit pour les masterclass ou les formations. Et donc, tu auras la possibilité d'avoir cette belle réduction pour démarrer. C'est toujours ça de gagner. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!